Richard Montgomery dirigeait un empire technologique valant plusieurs milliards d'euros, depuis sa tour de verre à la défense, convaincu que le pouvoir signifiait ne jamais dépendre de ceux qui se trouvaient en dessous de lui. Mais lorsqu'une seule nuit catastrophique détruisit tout ce qu'il avait bâti, le laissant ruiné et brisé, la seule personne qui lui tendit la main fut quelqu'un qu'il n'avait presque jamais remarqué, la fille de sa femme de ménage. Et lorsque Zoé Dubois lui demanda timidement si elle pouvait jeter un œil à ses systèmes effondrés, Richard eut un rire incrédule. Que pouvait bien faire une étudiante d'AUT que ses ingénieurs hautement payés n'avaient pas su accomplir? Ce que l'ancien PDG ignorait encore, c'est que la jeune femme qu'il venait de repousser allait devenir soit sa rédemption, soit le dernier clou dans le cercueil de son empire. Et surtout, elle était la seule personne au monde capable de prouver que la trahison venait de son propre conseil d'administration. Richard Montgomery se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau d'angle au 63e étage, dominant la ville qui avait fait de lui une légende. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme parfaitement maître, de lui costume sur mesure cheveux, argentés soigneusement coiffés. Assurance tranquille d'un patron habitué à régner. En bas, les rues grouillaient de vie, pleines de gens qui ne sauraient jamais ce que cela faisait, de diriger un empire de plusieurs milliards. Il esquissa un sourire en faisant tourner un verre de cognac dans sa main. C'était son royaume bâti uniquement sur l'ambition et l'intelligence impitoyables. Monsieur Montgomery. Une voix nerveuse interrompit ses pensées. Richard se retourna lentement, son regard se refroidissant. David Hervé, son directeur informatique, se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant une tablette comme une bouée de sauvetage. De petites perles de sueur luisaient sur son front malgré la température parfaitement contrôlée du bureau. « J'espère que c'est important, Hervé. Je finalise la fusion avec Westbrook dans 20 minutes. » David fit un pas hésitant. « Monsieur, c'est à propos du nouvel algorithme d'intelligence artificielle. Notre équipe de sécurité a détecté une activité inhabituelle dans le système. Il pourrait s'agir d'une intrusion. » Richard posa son verre avec un léger clink. « Pourrait. Nous n'en sommes pas certains, mais les schémas sont inquiétants. Je pense qu'il serait prudent de lancer un diagnostic complet avant. » « Avant quoi? » coupa Richard, sa voix tranchante comme une lame. « Avant que nous ne clôturions la plus grosse opération de la décennie. Avant que nous ne révolutionnions la modélisation prédictive des investissements. Hervé, avez-vous seulement idée de ce qui est en jeu pour ce lancement? Oui, monsieur. Mais si quelqu'un a accédé à nos systèmes centraux, il aura trouvé le chiffrement le plus sophistiqué du marché. Richard prit un dossier sur son bureau et balaya la remarque d'un geste impatient. Je n'ai pas bâti Montgomery Technologies en courant après des ombres. Le système fonctionne. Concentrez-vous sur la présentation de demain, qu'elle soit impeccable. La mâchoire de David se crispa, mais il hocha la tête. Bien, monsieur. Lorsqu'il quitta le bureau, Richard retourna vers la fenêtre. En bas, Paris brillait de promesses. Demain, il dévoilerait une technologie qu'il rendrait intouchable. Demain, son héritage serait scellé dans l'acier et le code. Il ne savait pas encore que demain ne viendrait jamais. Ce soir-là, Richard travailla tard dans son bureau, relisant projections et portefeuilles d'investisseurs. Son assistante était partie depuis des heures. L'équipe d'entretien avait terminé son passage. Le bâtiment vibrait doucement du murmure familier de l'ambition nocturne. Il était seul avec son empire exactement comme il l'aimait. À 23h47, l'écran de son ordinateur clignota. Richard fronça les sourcils et tapa sur le clavier. L'écran devint noir, puis s'alluma à nouveau inondé d'alertes rouges. Les messages d'erreur défilaient, plus vite qu'il ne pouvait les lire. Son téléphone vibra violemment sur le bureau. « Montgomery. »« Monsieur, nous avons un problème. » C'était Hervé, la voix tendue. Les serveurs tombent un à un, tous. Le sang de Richard se glaça, commença tous. Tous les systèmes reliés à l'algorithme d'IA sont en train de s'effondrer.
Nous tentons d'isoler la panne, mais elle se propage comme un incendie. Je crois que c'est la faille dont je vous avais parlé, monsieur. Richard se leva, d'un bond, attrapa sa veste et fonça vers l'ascenseur. J'arrive. Personne ne quitte le bâtiment tant qu'on n'aura pas compris ce qui se passe. La descente jusqu'au sous-sol sembla interminable. Quand les portes s'ouvrirent, il entra dans le chaos. Les ingénieurs s'attroupaient autour des écrans, le visage blême sous la lumière d'urgence. Une fumée âcre s'élevait d'un rack de serveurs en surchauffe. Hervé, au centre de la pièce, aboyait des ordres qui semblaient inutiles. « Parlez-moi, Hervé. » L'homme leva les yeux épuisés. Quelqu'un a installé un programme de porte dérobée il y a des mois. Il est resté inactif jusqu'à ce soir. Maintenant, il exécute des commandes que nous ne pouvons pas stopper. L'algorithme se corrompt lui-même et entraîne tout le reste dans sa chute. On peut l'arrêter. On essaie, mais celui qui a fait ça connaissait parfaitement notre architecture. Chaque fois qu'on ferme une brèche, une autre s'ouvre. Hervé montra l'écran des lignes de code défiler à toute vitesse. Et ce n'est pas tout, monsieur. Ils ne se contentent pas de détruire les données. Ils sont en train de les copier. Richard sentit le sol se dérober sous lui. Copier, où ça? Nous ne savons pas encore, monsieur. Mais tout votre algorithme, chaque dossier d'investisseur, chaque système propriétaire que nous avons développé, tout est en train d'être transmis ailleurs. Quand nous aurons trouvé la source, il sera trop tard, ils auront déjà tout. La nuit s'étira jusqu'à l'aube, pendant que Richard observait son empire se désintégrer sous ses yeux. À 6 heures du matin, les dégâts étaient catastrophiques. Plusieurs serveurs avaient littéralement brûlé sous la surcharge des données critiques, étaient corrompus au-delà de toute récupération. Et pire encore, certains concurrents commençaient à recevoir des colis anonymes, contenant les secrets les plus gardés de Montgomery Technologies. Les médias arrivèrent avant le petit déjeuner. Richard, debout dans son bureau, regardait les camions de télévision se multiplier devant le siège comme des bactéries. Son téléphone ne cessait de sonner investisseurs, membres du conseil journaliste, tous exigeaient des réponses qu'ils n'avaient pas. Son assistante se tenait nerveusement près de la porte, serrant entre ses mains des messages qu'elle n'osait pas lui remettre. Monsieur Montgomery, le conseil d'administration, réclame une réunion d'urgence. Ils disent que... Que quoi? Que vous devez démissionner. La réunion fut un massacre. Richard, assis en bout de table. La table qu'il présidait depuis 15 ans faisait face à des hommes qu'il avait formés promus, en qui il avait cru. Leur visage était froid calculateur, la décision était déjà prise. Pierre Allier, grand soigné avec ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux, parla le premier. Il avait été l'associé de Richard depuis les débuts. « Richard, nous respectons tous ce que vous avez bâti. Mais ce piratage s'est produit sous votre responsabilité. Les investisseurs se retirent. Notre action a perdu 40% depuis minuit. Il faut une mesure décisive. » « Une mesure décisive ou un bouc émissaire ?» répondit Richard d'une voix dangereusement calme. « Ne prenez pas ça personnellement. » intervint un autre administrateur. « Il s'agit de protéger l'entreprise. »« L'entreprise que j'ai fondée, » gronda Richard. « L'entreprise qui vient de perdre des milliards, » rétorqua Allier d'un ton lisse. « Richard, nous vous proposons un départ honorable avec une indemnité généreuse. Acceptez et partez la tête haute. » Richard regarda autour de la table et vit la vérité dans leurs yeux. Ils ne lui proposaient rien, ils lui prenaient tout. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Le sourire de Allier s'élargit. « Alors nous voterons. Et vous savez déjà comment ce vote se terminera. » Le verdict tomba unanime 12 contre 1. Même les hommes que Richard avait personnellement recrutés levèrent la main contre lui. Les agents de sécurité attendaient déjà derrière la porte. « Vous devrez rendre vos badges et vos appareils, » dit Allier en se levant. « Nous ferons livrer vos affaires personnelles à votre domicile. » Richard se leva lentement, chaque geste mesuré, malgré la rage qui bouillonnait en lui.
Il fixa Allier un long moment, gravant dans sa mémoire la satisfaction dans le regard de l'autre. « Vous aviez tout planifié. »« J'ai sauvé cette entreprise de votre négligence, » répondit Allier avant de faire signe aux gardes. « Messieurs, veuillez raccompagner Monsieur Montgomery. » Le trajet jusqu'à l'ascenseur fut le plus long de sa vie. Des employés, dont il n'avait jamais retenu le prénom, le regardaient passer certains, avec pitié. D'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. Les gardes l'encadraient comme un criminel. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, coupant les murmures et les regards. Richard respira enfin. Dehors, les journalistes se ruèrent sur lui. Des flashs aveuglants éclatèrent, des micros se tendirent comme des armes. « Monsieur Montgomery, comment se sent-on quand on perd tout? Est-il vrai que vous avez ignoré les avertissements de sécurité? Allez-vous faire l'objet de poursuites? » Richard traversa la foule sans un mot et monta à l'arrière de sa voiture. Le chauffeur, par chance, ne posa aucune question. Ils quittèrent le siège de Montgomery Technologies dans un silence pesant. Le penthouse lui parut soudain aussi vide qu'un mausolée. Richard traversa des pièces autrefois pleines de sénateurs et de célébrités désormais hantées par le vide. Sa femme était partie 6 mois plus tôt, lassée d'être mariée à un fantôme. Son fils s'était éloigné bien avant cela, une absence qu'il avait enfouie sous le travail et l'ambition. Maintenant, sans rien pour le distraire, le silence était assourdissant. Il entendit le bruit de l'aspirateur avant de la voir. Amélie Dubois nettoyait son appartement depuis 3 ans. Femme discrète d'une 40aine d'années, au regard doux et aux gestes précis. Elle ne posait jamais de questions, ne bavardait pas et ne demandait rien d'autre qu'un simple bonjour. Richard n'avait guère remarqué son existence, sinon pour s'assurer que ses virements étaient effectués. Cette fois, elle apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un plateau avec une tasse de thé fumant. « Monsieur Montgomery, je me suis dit que cela pourrait vous faire du bien. » Richard regarda la tasse puis son visage. Pour la première fois, il la vit vraiment, la bienveillance tranquille dans ses yeux, la façon soigneuse dont elle posa la tasse, la dignité de son uniforme simple. « Merci, Amélie. » Elle hocha, la tête prête à repartir, puis s'arrêta. « Monsieur, si vous me permettez, je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ce qu'ils vous ont fait n'est pas juste. » Quelque chose se fissura dans la poitrine de Richard. « J'apprécie vos mots, Amélie. Ma fille. Elle s'y connaît en informatique. Elle étudie tout ça à l'IUT. La programmation, la sécurité, les réseaux. » Amélie eut un léger sourire. « Elle parle tout le temps de systèmes de code, de choses que je ne comprends pas, si jamais vous avez besoin d'aide pour ce genre de problème. » Richard eut presque un rire sec de l'aide venant d'une étudiante d'IUT, la fille de sa femme de ménage. Il ravala pourtant la réplique amère. « C'est aimable à vous. » Amélie le laissa seul avec son thé et ses pensées. Cette nuit-là, Richard ne dormit pas. Il resta dans son bureau, à domicile, fixant des états financiers qui racontaient une ruine totale. L'action en justice des investisseurs siphonnerait le moindre actif restant. Ses comptes étaient gelés, le temps de l'enquête, sa réputation détruite. Au matin, un coursier apporta l'estocade un commandement de payer avec menace d'expulsion, lui laissant 30 jours pour quitter les lieux. Richard relut le papier 3 fois avant que les mots ne s'imposent ruinés sans toit fini. Depuis la cuisine, il entendit la voix d'Amélie douce au téléphone. « Non, ma chérie. Je sais que ça paraît grave, mais c'est un homme bien au fond. Il est juste perdu pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je m'inquiète de le savoir seul dans un endroit pareil. Oui, je ferai attention. Moi aussi, je t'embrasse. » Le soir, Richard s'assit dans son salon, plongé dans la pénombre, une bouteille de whisky à portée de main, regardant les lumières de la ville se brouiller. Son ordinateur portable, ouvert sur la table basse, affichait un écran vide, presque moqueur. Il tenta d'accéder à ses anciens dossiers, à des sauvegardes à n'importe quoi, qui pourraient sauver un fragment de son œuvre. Tout était verrouillé, supprimé ou corrompu. Il ne l'entendit pas approcher.
Monsieur Montgomery. Il se retourna, une jeune femme d'une vingtaine d'années se tenait dans l'embrasure, regard vif, cheveux relevés en chignon simple, jambes poules unies. Un sac pour ordinateur à l'épaule. C'était forcément la fille d'Amélie. Maman s'inquiète pour vous, dit-elle simplement. Elle m'a demandé de passer en rentrant de l'IUT. Richard replongea les yeux sur l'écran vide. Ça va. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'en avez pas l'air. Elle s'avança, jeta un coup d'œil à l'ordinateur. C'est le système qui a planté. Ce qu'il en reste. Un silence puis plus bas. Monsieur Montgomery, je pourrais peut-être y jeter un œil. Les mots le giflèrent. Il eut presque envie de rire. Cette gamine, qui avait sans doute appris à coder sur YouTube, croyait résoudre ce que son équipe d'experts n'avait pas su faire. Mais en se tournant pour les conduire, il vit dans son regard quelque chose qui l'arrêta net. Ni arrogance, ni pitié, une assurance calme. « Je doute que vous puissiez aider. » Lâcha-t-il plus faiblement qu'il ne l'aurait voulu. « Peut-être pas, mais ça ne coûte rien d'essayer, non ?» Il la fixa longuement, puis désigna la chaise à côté. « Allez-y. » Le lendemain matin, Amélie arriva de bonne heure, sa clé tintera dans la serrure. Depuis des années, elle venait avant le réveil de Richard pour préparer le café et ranger ce qu'il avait dérangé dans la nuit. Aujourd'hui, elle le trouva au salon, cerné de papier et de tasses vides, sa fille penchée sur un ordinateur à ses côtés. « Zoé, ma chérie, qu'est-ce que tu fais, cela? » Zoé leva les yeux rougis d'avoir fixé l'écran toute la nuit. « Maman, tu dois voir ça. Quelqu'un n'a pas seulement piraté le système de Monsieur Montgomery. Il l'a saboté de l'intérieur. Regarde ces fragments de code, c'est délibéré. On voulait que ça casse. » Richard, aussi épuisé, qu'elle montra l'écran. « Votre fille est soit un génie, soit un miracle. Je n'arrive pas à trancher. » Amélie s'approcha partagée entre l'angoisse et la fierté. « Zoé, tu as cours ce matin. Ça, c'est plus important. » Les doigts de Zoé couraient sur le clavier. « Tu vois cette signature, elle est imbriquée dans le malware. Celui qui a fait ça a laissé sa marque persuadé que personne ne la verrait. Si je peux la remonter... » « Ce n'est pas comme ça que fonctionne la sécurité en entreprise. » L'interrompit Richard d'un ton sec qui trahissait ses vieux réflexes. « On ne remonte pas du code comme un numéro de téléphone. » « En réalité, si, monsieur, » répondit Zoé sans le regarder. « Chaque programmeur a des habitudes, des schémas, une manière de nommer, les variables, de commenter, de gérer les erreurs. C'est comme une écriture manuscrite. Si je collecte assez d'échantillons, je peux établir un profil. Ça prendrait des semaines. Ou quelques heures si vous arrêtez de m'interrompre. » Amélie inspira brusquement devant l'audace de sa fille, mais Richard se tut. Il observa Zoé travailler sa confiance à la fois irritante et fascinante. Elle se déplaçait dans son système comme si elle l'avait conçu trouvant des chemins qu'il n'avait jamais soupçonnés. « Là, » dit-elle enfin en montrant une suite de chiffres. « Ce point d'accès a été créé il y a 4 mois. La personne avait des droits d'accès élevés. Ce n'était pas un pirate externe, c'est quelqu'un de votre entreprise. » Richard se pencha. « Vous pouvez dire qui? » « Pas encore, mais je peux dire quand il s'est connecté, quel fichier il a consulté et quand il a implanté le malware. » Elle superposa un calendrier. « Regardez le motif tous les vendredis vers 23 heures depuis le même terminal. » Sa respiration se coupa. Le bureau de Pierre Allier. Son terminal personnel. Pierre Allier. Zoé leva les yeux vers lui. « Votre associé. » « Mon ancien associé, » répondit Richard, la voix dure. Dans sa tête, les pièces du puzzle s'emboîtaient l'empressement de Allier, à l'écarter du conseil la vitesse avec laquelle tout avait été préparé, le vote semblant orchestré avant même son arrivée. « Il m'a piégé. » « On dirait bien, » admit Zoé. « Mais le prouver sera plus compliqué. Ce code est très élaboré. Il a bien effacé ses traces, mais pas parfaitement. Vous avez trouvé sa signature. Ça veut dire qu'il reste d'autres indices à découvrir, » dit Richard, sentant naître en lui une étincelle d'espoir qu'il croyait morte.
Peut-être. Zoé se frotta les yeux épuisés. Mais, Monsieur Montgomery, il ne s'agit pas seulement de prouver la fraude. Si Allier possède votre algorithme, il l'exploite probablement déjà. D'ici à ce qu'on le démasque, il pourrait avoir bâti un empire sur votre technologie. Les mots le frappèrent parce qu'ils sonnaient vrais. Richard fit les 100 pas dans le salon. Alors il faut agir vite. Vous pouvez continuer à fouiller. Zoé hésita, jetant un regard à sa mère. Amélie paraissait nerveuse. Ma chérie laisse plutôt les professionnels s'en charger. Maman, je suis une professionnelle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore de diplôme prestigieux que je ne sais pas ce que je fais. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de sécurité. Ce sont des gens puissants. Justement, c'est pour ça que quelqu'un doit leur tenir tête. Zoé se tourna vers Richard. « Monsieur, je peux vous aider, mais il me faut un accès à votre ancien serveur principal, celui du siège. Si Allier a laissé la moindre trace, elle sera là. » Richard secoua la tête. « Ils m'ont bloqué partout. Je ne peux même plus passer la réception. » Un sourire discret apparut sur le visage de Zoé. Heureusement que maman a encore sa clé du service d'entretien. Cette nuit-là, tous trois se tenaient dans la ruelle derrière Montgomery Technologies. Le bâtiment s'élevait devant eux tout en verre et en acier reflétant les lampadaires. Les caméras balayaient les entrées principales, mais la porte réservée au personnel d'entretien restait dans l'ombre. Les mains d'Amélie tremblaient en insérant la clé. « Si on se fait attraper, on ne se fera pas attraper, » murmura Zoé. « Maman, tu connais ce bâtiment mieux que quiconque. Tu peux nous mener jusqu'à la salle des serveurs sans qu'on nous voie. » Amélie hocha la tête à contre-cœur et les guida à travers un dédale de couloirs de service. Ils traversèrent des réserves des salles de pause, gravirent des escaliers étroits, réservés au personnel des passages que Richard n'avait jamais remarqués. Il avançait en silence frappé par tout ce qu'il ignorait de son propre empire. La salle des serveurs était glaciale et résonnait d'un bourdonnement métallique. Zoé s'installa aussitôt, branchant son ordinateur à un terminal dans un coin. Ses doigts volaient sur le clavier, les commandes s'enchaînant à une vitesse que Richard peinait à suivre. « C'est bon, je suis dedans », murmura-t-elle. « Leur sécurité est solide, mais ils ne s'attendent pas à une attaque depuis l'intérieur. » Richard surveillait la porte, tandis qu'Amélie veillait sur sa fille, le souffle court. Les minutes s'étiraient lourdes comme des heures. Des pas résonnèrent à l'étage. « Zoé, il faut se dépêcher », souffla Richard. « J'y suis presque. » Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré le froid. « Oui. » Elle ouvrit un répertoire, les yeux écarquillés. Monsieur Montgomery regardait ça, projet Faucon. Et il y a la signature d'accès de Allier partout. Richard se pencha au-dessus de son épaule. Les fichiers détaillaient tout le sabotage, planifiaient le calendrier du piratage, les échanges de Allier avec des concurrents. Tout y était enregistré, avec l'arrogance de quelqu'un persuadé de ne jamais être pris. Vous pouvez les copier. C'est déjà fait, répondit Zoé, sans lever la tête. Je duplique sur 3 disques chiffrés. Voilà la preuve qu'il vous faut. Les pas à l'étage se rapprochaient, lourds pressés. Une porte claqua quelque part. Richard agrippa le bras de Zoé. Combien de temps encore? 30 secondes. La radio d'un agent grésilla sécurité à la salle serveur accès non autorisé sur terminal 7. 20 secondes. La poignée tourna. C'est bon. Zoé arracha le câble, glissa son ordinateur dans son sac. Amélie attrapa sa fille et les entraîna par une sortie de secours que Richard n'avait jamais remarquée. Ils coururent à travers les couloirs. Amélie ouvrant la voie avec l'assurance d'une habituée des lieux. Derrière eux, des voix criaient, des radios crépitaient. Ils débouchèrent dans la ruelle alors que les agents envahissaient la salle des serveurs. Le cœur de Richard battait à tout rompre, tandis qu'il rejoignait calmement l'ancienne voiture d'Amélie, garée un peu plus loin. Ils ne coururent pas courir, attirer l'attention. Ils marchèrent d'un pas décidé, comme 3 personnes qui avaient parfaitement leur place dehors à cette heure-là.
Ce n'est qu'une fois dans la voiture moteur en marche qu'il laissa échapper un souffle tremblé. À l'arrière, Zoé serrait son ordinateur contre elle, un sourire incrédule aux lèvres. « C'était fou », chuchota-t-elle. Amélie, les jointures blanchies sur le volant, répondit. « Ne me fais plus jamais faire un truc pareil. » Mais même pendant qu'elle le grondait, Richard aperçut au coin de ses lèvres un mince sourire. Il l'avait fait. Contre toute attente, ils avaient trouvé la preuve capable de tout changer. Richard regarda Zoé à travers le rétroviseur. « Quand vous avez dit que vous vous y connaissiez un peu en informatique, vous étiez modeste. » Elle croisa son regard. « Les gens me sous-estiment souvent, Monsieur Montgomery. J'y suis habitué. » Ces mots résonnèrent profondément. Richard sentit la honte lui serrer la poitrine. Combien de personnes avait-il méprisées au fil des ans? Combien d'esprits brillants avait-il écartés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à sa définition étriquée de la valeur? « Je ne referai plus jamais cette erreur, » dit-il doucement. Zoé acquiesça et retourna à son ordinateur, tandis qu'Amélie conduisait à travers la ville endormie. Richard regarda s'éloigner le bâtiment qui avait été tout son univers. Pour la première fois depuis l'effondrement, il ne se sentit plus comme un homme, ayant tout perdu, mais comme quelqu'un prêt à tout reconquérir. Après leur fuite de Montgomery Technologies, Richard se retrouva dans un territoire inconnu, le modeste appartement de 2 pièces d'Amélie, dans un quartier calme, loin des tours de verre de sa vie d'avant. Le salon s'était transformé en centre d'opération improvisé ordinateur, de Zoé papier et câbles, recouvrant chaque surface libre. Richard, assis sur un vieux canapé, observait la jeune femme décrypter des fichiers, avec la même intensité qu'il mettait autrefois à négocier des fusions. Dans la cuisine, Amélie préparait du café discrète méthodique. L'air sentait les bougies à la vanille et les plats faits maison, un contraste si frappant avec la froideur de son ancien penthouse que Richard en fut troublé. « Monsieur Montgomery, vous devriez voir ça, » dit Zoé en affichant un document. Richard s'approcha. L'écran révélait des courriels cryptés entre Pierre Allier et 3 autres administrateurs. La prise de contrôle avait été planifiée des mois avant le piratage. « La conspiration était bien plus vaste qu'on ne le pensait, » murmura Zoé. Le piratage n'a été que le déclencheur. Ils préparaient leur coup depuis presque 1 an. Richard serra la mâchoire. Allier a toujours été ambitieux. Je croyais le former, mais je n'étais qu'un instrument commode. Ce n'est pas tout, ajouta Zoé en ouvrant un autre fichier. Il correspondait aussi avec vos concurrents. Il leur a vendu des fragments de votre algorithme avant même le crash. Il ne vous a pas seulement volé votre société, il vous a vendu morceau par morceau. La trahison le transperça plus qu'il ne l'aurait cru. Allier avait assisté à son mariage. Il avait tenu son fils dans ses bras. Ils avaient bâti quelque chose ensemble, du moins c'est ce que Richard croyait. Désormais, il voyait clair. Allier n'avait attendu qu'un moment de faiblesse, et son arrogance lui avait offert cette ouverture parfaite. Peut-on utiliser tout ça devant un tribunal? Peut-être, mais il nous faut plus que des emails. Il faut relier directement ses accès au code du sabotage. Zoé fit défiler des lignes de code. Le problème, c'est qu'il a tout routé via des serveurs proxy à travers plusieurs pays. C'est comme suivre des empreintes sous la pluie. Amélie apparut avec 3 tasses de café fumant. « Zoé, ma chérie, tu fixes cet écran depuis 6 heures. Tu dois te reposer. »« Maman, je vais bien. »« Non, ta mère a raison, » intervint Richard, surpris de s'entendre dire cela. « Nous devons faire une pause. L'épuisement mène à l'erreur. » Zoé le dévisagea, un sourcil levé. « C'est bien l'homme qui travaillait 30 heures d'affilée. »« Cet homme-là a tout perdu, » répondit-il calmement. « Cette fois, j'essaie d'être plus intelligent. » Ils s'assirent autour de la petite table à manger avec le café et un reste de gratin qu'Amélie avait réchauffé. Elle insista pour que Richard mange. Ce moment de simplicité lui sembla étrangement irréel.
Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait partagé un repas sans parler affaires. « Monsieur Montgomery, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. » « Pourquoi l'avoir créée, votre entreprise? Qu'est-ce que vous vouliez prouver? » Richard resta silencieux un instant, fixant sa tasse. « J'ai grandi sans rien. Mon père était concierge. Ma mère faisait des ménages. » Il s'interrompit conscient de ce qu'il venait d'avouer et regarda Amélie autrement. « J'ai passé ma vie à vouloir m'éloigner de ça. J'ai cru que la réussite signifiait s'échapper de mes origines. »« Et maintenant, » demanda Amélie doucement, « maintenant je suis assis dans votre cuisine à manger du gratin, et je réalise que celui qui m'a détruit venait du privilège, tandis que ceux qui m'aident à me relever sont ceux que j'ai ignorés toute ma vie. » Richard croisa son regard. « Je suis désolé, Amélie. Pour toutes les fois où je ne vous ai pas vu. Pour toutes les fois où je vous ai traité comme un meuble, plutôt qu'une personne. » Amélie posa sa main sur la sienne. « On a tous nos chemins, Monsieur Montgomery. Ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on arrive. » Zoé observa la scène en silence, quelque chose s'adoucissant dans ses yeux. Elle qui s'était préparée à mépriser cet homme n'avait d'abord voulu l'aider que par loyauté envers sa mère. Mais en voyant son humilité et ses remords sincères, Zoé sentit quelque chose changer. « D'accord, » dit-elle en repoussant sa tasse. « Je crois savoir comment relier alliés au sabotage, mais il faudra accéder aux serveurs de secours de l'entreprise, ce que personne n'est censé connaître. » Richard fronça les sourcils. Il n'y a pas de serveur de secours. Tout était centralisé. Tout ce que vous saviez. Zoé eut un léger sourire. Tout directeur informatique compétent garde des copies cachées des sauvegardes d'urgence. Je parierais que votre responsable, Hervé, en a quelque part hors site. Si on les trouve, on pourra retracer tous les mouvements de Hallier sans qu'il s'en doute. Et comment les trouver? On demande à Hervé. Richard secoua la tête. Il ne nous aidera pas. Il travaille pour Hallier maintenant. Vraiment. Zoé consulta son dossier RH sur l'écran. Parce que selon son profil, il a démissionné 2 jours après votre éviction. Il n'est jamais revenu au bureau. Ça ne ressemble pas à quelqu'un ravi du nouveau management. Le lendemain matin, ils retrouvèrent David Hervé dans un petit café du centre-ville. Il était seul dans un coin, l'air épuisé. Quand Richard s'approcha, il sursauta la peur et la culpabilité, se disputant sur son visage. « Monsieur Montgomery, je ne suis pas ici pour vous blâmer, Hervé, » dit Richard en s'asseyant, sans y être invité. « J'ai besoin de votre aide. » Hervé jeta des regards nerveux autour de lui. « Je ne peux pas être vu en train de vous parler. Hallier a été très clair sur ce qui arrive à ceux qui le contrarient. Il vous a menacé. » Son silence répondit à la place. Zoé s'installa à côté de Richard. « Monsieur Hervé, vous avez des serveurs de secours. Quelque part où Hallier ne sait pas. » Hervé la fixa surpris. « Qui êtes-vous? » « Quelqu'un qui essaie de réparer le désastre que votre patron a causé, » répondit-elle calmement. « Ces sauvegardes peuvent contenir des preuves que Hallier ne peut pas effacer. Nous devons y accéder. » Les mains de Hervé tremblaient autour de sa tasse. « Si je vous aide et qu'il la prend, je suis fini. Pas seulement ma carrière, il s'assurera que je ne retravaille jamais dans la tech. »« Et si vous ne nous aidez pas, » dit Richard d'une voix basse, « vous passerez le reste de votre vie à savoir que vous avez laissé un criminel détruire une entreprise et ruiner des innocents. J'ai ignoré vos avertissements, Hervé. C'était mon erreur. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire ce qui est juste. Ne laissez pas la peur décider. » Hervé resta silencieux un long moment, puis sortit un morceau de papier et griffonna une adresse. « Un entrepôt à Nanterre Unité 247. Les serveurs sont là, mais ils sont chiffrés. Vous aurez besoin de ce code pour les déverrouiller. » Il ajouta une suite de chiffres. « Merci, » dit Richard sincèrement. « J'aurais dû insister davantage, » murmura Hervé.
Quand j'ai vu le code implanté, j'aurais dû me battre pour vous convaincre. Nous avons tous fait des erreurs, répondit Richard. Assurons-nous qu'elles servent à quelque chose. L'entrepôt se dressait dans une zone industrielle grise, un bâtiment de béton sans âme, où l'on rangeait ce qu'on préférait oublier. Richard, Zoé et Amélie trouvèrent l'unité 247 au fond du 3e étage. À l'intérieur, entouré de cartons poussiéreux et de vieux meubles, 3 tours de serveur ronronnaient faiblement dans l'obscurité. Zoé se mit aussitôt au travail branchant son ordinateur portable sur le premier serveur. « C'est bien ça », dit-elle avec concentration. « On a tout ici, chaque email, chaque journal d'accès, chaque ligne de code ayant touché votre système depuis 2 ans. Pouvez-vous prouver que Allier a implanté le malware ?» demanda Richard. « Donnez-moi un peu de temps. » Ses doigts volaient sur le clavier. « Je dois croiser les horodatages du virus avec les motifs d'accès de Allier. C'est comme assembler un puzzle de 1000 pièces. » Les heures passèrent. Amélie descendit chercher des sandwichs dans une boulangerie voisine. Richard faisait les 100 pas impuissants. Lui, qui avait toujours été l'homme le plus brillant de la pièce, dépendait désormais d'une jeune femme de 20 ans autodidacte, formée entre livres et tutoriels en ligne. « J'ai trouvé », lança Zoé, soudain la voix vibrante d'excitation. Monsieur Montgomery regardait. Sur l'écran s'affichait une chronologie complète des actions de Allier, chaque connexion, chaque modification, chaque communication avec des tiers. Les preuves étaient accablantes et irréfutables. Allier avait méthodiquement démantelé Montgomery Technologies, de l'intérieur vendu ses secrets aux concurrents et orchestré la chute de Richard avec une précision chirurgicale. C'est recevable devant un tribunal. Ça devrait l'être. Ce sont des serveurs officiels de l'entreprise avec journaux horodatés. Si nous prouvons qu'il s'agit de sauvegardes légitimes, les preuves tiendront. Richard sentit renaître une émotion qu'il n'avait plus connue depuis des semaines, l'espoir. Un espoir réel, tangible, que la justice soit encore possible. Il regarda Zoé, cette jeune femme extraordinaire qui avait vu au-delà de ses échecs, pour l'aider malgré tout, et sentit une profonde humilité l'envahir. « Zoé, dit-il doucement, quand tout cela sera fini, quand Allier sera démasqué, et mon nom blanchi, je veux reconstruire. Mais pas la même entreprise. Quelque chose de meilleur. Quelque chose qui compte vraiment. » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « Je veux que tu sois mon associé. Une partenaire à part entière, pas une employée, pas une assistante. Une vraie partenaire à égalité dans tout ce que nous allons construire ensuite. » Zoé le fixa, incrédule. « Monsieur Montgomery, je n'ai même pas encore terminé mes études. Tu n'as pas besoin de diplôme, tu as besoin de vision et d'intégrité. Et tu possèdes les deux. » Richard jeta un regard vers Amélie, qui observait sa fille les yeux pleins de larmes. « J'ai passé ma vie à croire que la réussite se mesurait en bureau d'angle et en costume hors de prix. J'avais tort. Le succès, c'est se construire quelque chose qui a du sens avec des gens qui se soucient vraiment de ce qu'ils font. M'aideras-tu à le faire? » Zoé regarda sa mère. Amélie hocha la tête, un sourire tremblant sur les lèvres. « Ma chérie, c'est ta décision, mais quoi que tu choisisses, je serai fier de toi. »« Je n'ai aucune confiance dans le monde de l'entreprise, » avoua Zoé. « J'ai vu ce qu'il fait aux gens. Alors aide-moi à bâtir une entreprise qui mérite ta confiance, » répondit Richard. Pas de conseil d'administration rempli de requins, pas de raccourcis ou de coups bas, juste de l'innovation honnête avec des personnes qui veulent améliorer les choses. Si je reconstruis, je veux bien le faire cette fois. Zoé tendit la main. Partenaires égaux. Ce qui veut dire voix égale dans toutes les décisions. Partenaires égaux, confirma Richard en serrant sa main avec fermeté. Au cours des 2 semaines suivantes, ils travaillèrent depuis l'appartement d'Amélie, peaufinant les preuves et préparant leur dossier. Richard contacta une avocate qu'il connaissait depuis longtemps. Jennifer Walsh, une ancienne juriste d'affaires reconvertie dans les droits civiques parce que, disait-elle, « Je voulais enfin dormir la nuit. » Jennifer écouta leur récit, la colère montant à mesure que les faits s'accumulaient.
C'est Pierre Allier qui a fait tout ça. Je l'ai toujours su ambitieux, mais là c'est criminel. On peut gagner, demanda Richard. Avec ses preuves, oui. Mais préparez-vous, ce sera sale. Allier se défendra avec tout ce qu'il a. Il essaiera de détruire votre crédibilité, de remettre en cause votre santé mentale, de salir encore votre nom. Qu'il essaie, dit Richard calmement. Je n'ai plus rien à perdre. En réalité, si, répondit Jennifer en jetant un coup d'œil vers Zoé. Il s'en prendra à vous aussi. Il dira que vous avez piraté les serveurs, que vous avez falsifié les preuves, que vous êtes une hackeuse délirante, cherchant à soutirer de l'argent. Ce ne sera pas joli. Zoé redressa le menton. Je saurai me défendre. J'espère bien, dit Jennifer gravement. Parce qu'une fois la plainte déposée, il n'y aura plus de retour possible. Ils déposèrent le dossier le lendemain. L'explosion médiatique fut immédiate et démesurée. L'ex-PDG déchu dénonce un complot. Montgomery riposte contre son ancien associé. Le monde de la tech secoué par des accusations de sabotage. Allier organisa une conférence de presse dans les heures suivantes, jouant devant les caméras la dignité blessée de l'innocent accusé. Ces accusations sont totalement infondées. Richard Montgomery est un homme désespéré qui cherche à rejeter ses échecs sur les autres. J'ai confiance que la justice saura voir clair dans cette tentative pathétique de vengeance. Mais en coulisses, Allier paniquait. Ses avocats déposaient motion sur motion pour faire écarter les preuves affirmant que les serveurs avaient été piratés illégalement, que Zoé n'avait aucune autorisation d'extraire les données, que l'accès de Richard avait été révoqué et que tout leur dossier devait être jugé irrecevable. Ils ont peur, constata Jennifer lors d'une réunion de stratégie. Quand les gens sont innocents, ils accueillent les preuves. Quand ils sont coupables, ils essaient de les enterrer. L'audience préliminaire fut fixée à 6 semaines. En attendant, Richard et Zoé commencèrent à reconstruire de zéro. Ils contactèrent d'anciens employés de Montgomery Technologies, licenciés quand Allier avait pris le pouvoir. « Nous ne pouvons pas vous payer pour l'instant », déclara Richard à une salle pleine d'ingénieurs et de développeurs. « En fait, nous ne pouvons rien vous payer du tout, mais je peux vous offrir une part d'un projet nouveau fondé sur l'intégrité plutôt que sur l'ego. Si vous croyez aux secondes chances pour cette entreprise et pour moi, alors, aidez-nous à bâtir quelque chose qui en vaille la peine. » À sa surprise, la plupart restèrent. Ils travaillèrent d'abord dans l'appartement d'Amélie, puis dans un garage loué quand la place manqua. Zoé dirigeait le développement technique, tandis que Richard gérait les aspects commerciaux, mais cette fois, il écoutait plus qu'il ne parlait. Il apprit les prénoms, se souvenait des anniversaires, apportait le café rangé après les réunions. Amélie les observait avec fierté, voyant sa fille gagner le respect de personnes 2 fois plus âgées qu'elle, et Richard se transformer d'un dirigeant arrogant en un homme qui comprenait que diriger signifiait servir pas dominer. « Tu fais du bon travail, ma chérie », dit Amélie un soir, alors qu'elle rangeait après le départ de l'équipe. « J'ai peur, maman », avoua Zoé. « Et si je n'étais pas assez douée? Si je décevais tous ceux qui croient en moi? » « Alors tu apprendras et tu recommenceras, » répondit simplement Amélie. « C'est ce que ta grand-mère m'a toujours dit, la réussite, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. » L'algorithme qu'ils développèrent était d'une élégance simple, au lieu du modèle prédictif agressif que Richard défendait autrefois conçu pour maximiser les profits à tout prix. Cette version privilégiait des schémas d'investissement éthiques et durables. Le nouvel algorithme identifiait les entreprises impliquées dans l'exploitation des travailleurs ou la destruction de l'environnement. Il privilégiait la durabilité à long terme plutôt que les gains immédiats. Ce n'est pas ce que les investisseurs veulent, fit remarquer un développeur. Ils veulent des rendements maximum, pas des leçons de morale. Alors nous trouverons d'autres investisseurs, répondit Richard, des gens qui comprennent que la réussite durable repose sur plus que les profits trimestriels.
Le premier à leur faire confiance fut une petite organisation à but non lucratif dédiée à la promotion des pratiques commerciales éthiques. Elle leur accorda un financement initial de 50 000 €, à peine de quoi payer les factures, mais c'était un début. Peu après, un blogueur spécialisé dans la technologie publia un article sur leur projet, saluant leur approche novatrice de l'éthique algorithmique. L'article devint viral, et soudain, ils bénéficièrent d'une attention qu'ils n'auraient jamais pu acheter. D'autres investisseurs appelèrent, d'abord de petits fonds, puis des sociétés de capital risque de taille moyenne intriguées par l'aspect moral du projet. Richard refusa systématiquement toute offre qui n'était pas alignée avec leurs valeurs. Ce fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, tourner le dos à l'argent parce qu'il venait avec des conditions inacceptables. Mais Zoé refusait les compromis et il avait appris à lui faire confiance. « Cette fois, tu construis quelque chose de vrai », lui dit Jennifer lors d'une réunion stratégique. L'ancienne Montgomery Technologies était impressionnante mais creuse. Celle-ci a du sens. « Je dois ça à Zoé », répondit Richard. « Elle refuse les raccourcis. »« Elle tient ça de sa mère », observa Jennifer. « Amélie a toujours travaillé honnêtement dans un monde malhonnête. Ce genre d'intégrité ne vient pas du privilège, mais du principe. » 3 semaines avant le procès. Allier passa à l'offensive. L'un des nouveaux investisseurs de Richard reçut un email anonyme, prétendant que Zoé avait un casier judiciaire pour piratage. Un autre reçut une photo truquée montrant prétendument Richard en train de soudoyer des témoins. La campagne de diffamation était sophistiquée, incessante. Il essaie de nous détruire avant même que l'affaire n'arrive au tribunal, dit Zoé, les yeux fixés sur les faux documents qui circulaient en ligne. Peut-on riposter? Demanda Richard. On peut essayer, mais les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Zoé serra son téléphone. Il me traite de criminel, monsieur Montgomery. Les gens disent que je vous ai séduit, que j'utilise la position de ma mère pour vous faire chanter. Les choses qu'ils écrivent sur ma famille. Sa voix se brisa et Amélie la serra dans ses bras. Richard sentit la colère lui embraser le cœur, pas pour lui-même, mais pour cette jeune femme qui avait sacrifié sa tranquillité pour l'aider et qui était maintenant piétinée par des gens n'ayant jamais rien construit d'autre que des mensonges. « Nous allons parler publiquement », dit-il avec détermination. « Tous ensemble. Nous dirons toute la vérité sans filtre. Nous montrerons qui nous sommes et ce que nous faisons. Si Allier veut se battre dans la boue, très bien. Mais nous battrons avec la vérité. » Le lendemain, ils tinrent leur propre conférence de presse. Pas de déclaration préparée, pas de communicant, juste Richard, Zoé et Amélie assis à une table empruntée dans leur garage. Transformé en espace de travail entouré de câbles et d'ordinateurs. « Je m'appelle Richard Montgomery », commença-t-il en regardant droit dans les caméras. Il y a 6 semaines, j'ai été évincé de ma propre entreprise après une cyberattaque qui a détruit tout ce que j'avais bâti. J'aurais pu abandonner, accepter la défaite et passer à autre chose. Mais 2 personnes, Amélie Dubois et sa fille Zoé, m'ont montré une autre voie. Il désigna Zoé. Cette jeune femme que j'avais d'abord sous-estimée s'est révélée plus brillante et plus compétente que n'importe quel cadre que j'ai jamais engagé. Elle a découvert des preuves de sabotage, retracé la trahison jusqu'à mon ancien associé, et elle l'a fait sans enfreindre la moindre loi. Aujourd'hui, parce qu'elle a eu le courage de défendre la vérité, elle est attaquée par ceux qui veulent la faire taire. Zoé prit la parole à son tour, sa voix tremblante mais assurée. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une étudiante qui aime comprendre comment les choses fonctionnent. Quand j'ai vu quelqu'un souffrir, j'ai voulu aider. C'est tout. Ma mère m'a appris qu'on aide les autres quand ils sont à terre, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils possèdent. Je n'ai pas aidé M. Montgomery pour l'argent, ni pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que c'était juste. Amélie conclut avec la dignité tranquille d'une femme qui avait passé sa vie à l'ombre des puissants. J'ai nettoyé des bureaux et des maisons pendant 25 ans. J'ai vu comment les gens influents
traitent ceux qu'ils jugent inférieurs. Mais j'ai aussi appris que le pouvoir et la richesse ne vous rendent pas meilleur. Ce qui vous rend meilleur, c'est la manière dont vous traitez les autres quand vous n'avez rien à y gagner. Richard Montgomery est en train d'apprendre cette leçon. Ma fille, elle l'a toujours su. Et c'est pour ça que nous sommes ici ensemble. La conférence fit le tour du monde en quelques heures. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien. Des milliers de personnes partagèrent leurs propres histoires d'avoir été sous-estimées ou méprisées. Le récit médiatique changea d'un PDG déchu, cherchant vengeance à une alliance improbable, luttant contre la corruption. Les offres d'investissement affluèrent cette fois venant de gens qui croyaient réellement en leur mission. En moins d'une semaine, ils eurent assez de fonds pour quitter le garage et s'installer dans de vrais bureaux. Rien de luxueux, juste un ancien centre communautaire rénové dans un quartier en besoin de renouveau. Mais c'était leur lieu. Bâti sur l'honnêteté et le travail pas sur l'apparat. Le jour de l'emménagement, Richard se tenait dans la grande pièce encore vide, regardant Zoé diriger l'installation des serveurs, tandis qu'Amélie organisait la petite cuisine qu'ils avaient tenu à inclure. Cela n'avait rien à voir avec son ancien empire plus modeste certes, mais infiniment plus significatif. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Amélie, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de café. Richard sourit en observant la jeune femme donner ses consignes aux techniciens qui l'écoutaient avec respect, malgré leur âge. Je pensais à Amélie Technology en hommage à la femme qui m'a appris que la vraie force ne vient pas des bureaux d'angle, mais du fait d'agir chaque jour avec intégrité. Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « Richard, tu n'es pas obligé. »« Je le veux, » répondit-il sincèrement. « Tu m'as offert un refuge quand j'ai tout perdu. Tu as partagé ton foyer, l'intelligence de ta fille, ton temps, sans jamais rien demander. Le minimum que je puisse faire, c'est de rappeler à tous d'où vient vraiment le cœur de cette entreprise. Alors ce sera Amélie Technologies, dit Zoé en s'approchant. Mais maman, tu siégeras au conseil. Même voix que M. Montgomery et moi. Ma chérie, je ne connais rien à la gestion d'une entreprise de technologie. Non, confirma Richard, mais tu connais la gestion d'une entreprise éthique. Tu sais ce que c'est que de traiter les gens avec dignité et de diriger avec compassion. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Amélie les regarda tour à tour submergée d'émotion et de fierté. Alors dans ce cas, il va falloir que cette entreprise soit à la hauteur de son nom. Ils restèrent là côte à côte, observant le soleil, couchant, illuminé, les vitres de leur nouveau bureau. Richard ressentit quelque chose qu'il avait perdu depuis des années, un sens. Pas la satisfaction creuse d'accumuler des richesses, mais la paix profonde de construire quelque chose qui avait du sens avec des personnes qui se souciaient réellement des autres. Le procès approchait. Allier allait se battre avec tout ce qu'il possédait. Mais dans ce modeste bureau entouré de ces 2 femmes extraordinaires, Richard comprit enfin ce qu'était le vrai pouvoir, la dignité d'une femme de ménage, le génie d'une jeune codeuse et l'humilité d'un milliardaire brisé, apprenant qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Le matin du procès arriva accompagné d'un froid inhabituel, comme si la ville elle-même sentait le poids de ce qui allait se jouer. Richard se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant une cravate empruntée à un ancien employé. Son penthouse avait été saisi depuis des semaines et il vivait dans un petit hôtel de séjour prolongé près du tribunal. L'homme qui le regardait n'était plus le même, plus mince, plus marqué, mais plus présent aussi que le PDG tout-puissant qu'il avait été. Zoé frappa doucement à la porte. « Monsieur Montgomery, la voiture est là. » Ils se roulèrent jusqu'au tribunal en silence, Richard, Zoé, Amélie et Jennifer Walsh. Dehors, les journalistes formaient déjà des grappes compactes, caméras et micros à la main, prêts à immortaliser chaque instant. Les médias avaient transformé cette affaire en un véritable spectacle. Un duel entre David et Goliath, bien que Richard ne sache plus très bien dans quel rôle on l'avait placé. « Souvenez-vous, dit Jennifer, alors qu'il gravissait les marches du palais de justice.
Restez calme, répondez seulement à ce qu'on vous demande et faites confiance aux preuves. L'équipe de Allier essaiera de vous provoquer. Ne leur donnez pas ce plaisir. Le couloir du tribunal bourdonnait d'attente. Richard aperçut immédiatement Allier près de l'entrée de la salle d'audience, entouré de ses avocats, comme un général au milieu de ses lieutenants. Costume bleu marine impeccable, assurance insolente d'un homme qui n'avait jamais connu les conséquences de ses actes. Leurs regards se croisèrent. Allier esquissa un sourire froid sans âme. Puis son attention se tourna vers Zoé, et un éclat plus sombre traversa ses yeux. Richard sentit la colère monter protectrice, mais la main d'Amélie sur son bras l'apaisa. « Ne lui donne pas ce qu'il veut », murmura-t-elle. « On gagne en restant fidèle à ce qu'on est. » La salle d'audience était comble, chaque siège occupé par des journalistes d'anciens, employés des investisseurs ou des curieux, suivant l'affaire sur les réseaux sociaux. La juge Catherine Morrison entra cheveux gris tirés en un chignon strict, visage impassible. Elle était réputée pour diriger son tribunal avec fermeté et ne tolérer aucune comédie. « Veuillez vous lever », appela l'huissier. Le procès débuta avec les déclarations liminaires. L'avocat principal de Allier, maître Marcus Blackwell, se leva avec une élégance calculée, exactement le genre d'avocat que Richard engageait autrefois cher poli et impitoyable. « Madame la juge, ce que nous avons ici n'est qu'un cas classique de jalousie professionnelle et de délire. » Commença-t-il sa voix aussi lisse qu'un vieux whisky. Richard Montgomery a bâti une entreprise prospère, puis l'a vue s'effondrer à cause de sa propre négligence et de son manque de jugement. Plutôt que d'assumer ses erreurs, il a inventé une théorie de complot élaborée, entraînant dans sa vengeance des personnes parfaitement innocentes. Mon client Pierre Allier n'a fait que tenter de sauver Montgomery Technologies d'une destruction totale. Et pour ses efforts, il a été faussement accusé et publiquement diffamé. Maître Blackwell accompagna sa phrase d'un geste dédaigneux vers la table de la partie adverse. Les plaignants vont présenter des preuves qu'ils prétendent démontrer un sabotage. Mais ces soi-disant éléments ont été obtenus par des moyens douteux, par une étudiante sans diplôme, sans autorité légale, ni connaissance des procédures d'enquête. Il ne s'agit pas ici d'un complot d'entreprise, mais du délire d'un dirigeant déchu, incapable d'assumer ses propres erreurs. Jennifer se leva à son tour pour l'exposé d'ouverture. Droite la voix ferme, elle s'adressa à la juge. « Madame la juge, au cours des prochains jours, nous prouverons sans l'ombre d'un doute que Pierre Allier a mené une campagne méthodique et préméditée visant à détruire Montgomery Technologies et à s'approprier sa technologie propriétaire. Nous vous montrerons des preuves horodatées, des communications documentées et des éléments techniques démontrant que M. Allier a sciemment implanté un logiciel malveillant dans les systèmes de l'entreprise, divulgué des informations confidentielles à des concurrents et orchestré l'éviction de M. Montgomery de la société qu'il avait fondée. » Elle s'avança vers le banc du jury, posant les yeux sur chaque juré. Vous entendrez le témoignage d'une jeune femme nommée Zoé Dubois, qui a eu le courage et les compétences de découvrir ce que des professionnels n'ont pas su voir. Vous verrez les preuves que M. Allier a tenté de dissimuler, et vous comprendrez que cette affaire ne concerne ni la vengeance ni la jalousie, elle concerne la responsabilité des puissants lorsqu'ils abusent de la confiance qu'on leur accorde. La première journée fut consacrée au témoignage d'Equanish Technique, expert en cybersécurité ingénieur, expliquant les journaux de serveurs, les protocoles, la chronologie de la brèche. Richard observa Allier tout du long, son ancien associé, gardait un calme parfait, parfois penché vers ses avocats, avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui se croit intouchable. Le deuxième jour vit défiler les témoins d'anciens employés de Montgomery Technologies vinrent raconter le comportement étrange de Allier les mois précédant la catastrophe, son obsession soudaine pour les protocoles de sécurité, ses connexions nocturnes à des systèmes restreints et des réunions tenues sans que Richard en soit informé. « Monsieur Allier a toujours été ambitieux », témoigna Sarah Mitchell, ancienne chef de projet.
Mais après l'annonce du nouvel algorithme d'IA, il a changé. Il disait que M. Montgomery ne valorisait pas son équipe, qu'il s'attribuait tout le mérite. Il semait le doute, faisait vaciller notre loyauté. Lors du contre-interrogatoire, Blackwell attaqua sans pitié. « Mademoiselle Mitchell, n'est-il pas vrai que vous avez été renvoyée de Montgomery Technologies pour insuffisance de résultats? J'ai été licencié lors de la restructuration de M. Allier avec 40 autres employés. Licencié ou renvoyé, peu importe. Vous avez des raisons d'en vouloir à mon client, n'est-ce pas? Je lui en veux d'avoir utilisé des gens comme moi pour voler une entreprise. » L'échange fut brutal, précis. Blackwell excellait. Il tordait chaque mot, chaque nuance pour semer le doute. À la pause de l'après-midi, Richard vit la fatigue sur les visages des témoins. C'était exactement la stratégie de Allier, les épuiser, les faire douter de leur propre mémoire. « Ils veulent nous user », constata Zoé pendant l'entracte. « Alors on ne les laissera pas faire », répondit Richard fermement. « Demain, c'est toi qui témoignes. Montre-leur ce qu'est la vraie force. » Cette nuit-là, l'équipe de Allier tenta un nouveau coup. De retour à son hôtel, Richard trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo montrant prétendument Zoé sortant d'un bar près du campus, prise sous un angle volontairement compromettant. Un mot l'accompagnait, tapé sur une feuille blanche. « Retirez votre plainte, ou tout le monde apprendra les activités intéressantes de votre employé. » Les mains de Richard tremblaient de colère. Il appela aussitôt Jennifer, qui arriva 30 minutes plus tard avec Zoé et Amélie. « C'est un faux, » dit Zoé, après avoir examiné l'image. « Ce n'est même pas moi, le visage est mal aligné, les proportions ne collent pas. Ils ont collé ma tête sur le corps de quelqu'un d'autre. Tu peux le prouver, » demanda Jennifer. « Facilement, mais ce n'est pas ça le problème si... » Zoé regarda Richard avec calme. « Ils veulent nous effrayer, nous pousser à abandonner, parce qu'ils savent qu'on est en train de gagner. » « Ils t'ont menacé personnellement, » dit Richard, la voix serrée. « Et on va s'en servir contre eux, » déclara Jennifer en glissant l'enveloppe dans un dossier. « C'est une preuve d'intimidation de témoins et de tentative de chantage. On portera ça directement à la juge Morrison demain matin. » Mais Amélie resta silencieuse, le visage pâle. « Ma chérie, on devrait peut-être réfléchir à tout ça. Ces gens sont dangereux. Maman, si on recule, maintenant ils auront gagné. Ils continueront à faire ça à d'autres, et plus personne n'osera se dresser contre eux, parce que tout le monde aura peur. » Zoé prit les mains de sa mère. « Je sais que tu t'inquiètes, mais c'est toi qui m'as appris à faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Et là, c'est difficile. Mais c'est juste. » Amélie la serra contre elle, des larmes roulant sur ses joues. « Je sais. Je voudrais seulement que le monde ne soit pas si cruel envers ceux qui essaient de bien faire. » Le lendemain matin, Jennifer présenta l'enveloppe menaçante à la juge Morrison dans son cabinet en présence des deux équipes juridiques. Le visage de la magistrate se durcit à mesure qu'elle examinait les pièces. « Maître Blackwell, » dit-elle d'un ton glacial, « votre client est-il au courant de ceci? » « Absolument pas, Madame la juge. Il est évident qu'il s'agit d'un geste isolé d'un partisan un peu trop zélé, pas de... » « Assez, » coupa la juge. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour découvrir l'origine de cette menace. Si j'apprends que quelqu'un lié à votre équipe y est impliqué, je le tiendrai pour outrage à magistrat et je transmettrai l'affaire au parquet pour poursuite pénale. Est-ce que c'est clair? Oui, Madame la juge. Et que ce soit parfaitement compris, partout toute autre tentative d'intimidation de témoins entraînera des sanctions immédiates. Nous sommes dans une cour de justice, pas dans une cour d'école. Conduisez-vous en conséquence. » Lorsque Zoé prit la barre plus tard dans la matinée, la tension était palpable. Elle portait une simple robe bleu marine, les cheveux tirés sans maquillage, hormis un peu de poudre qu'Amélie avait insisté pour appliquer à cause des projecteurs. Elle paraissait jeune, mais calme. Ses mains ne tremblaient pas lorsqu'elle prêta serment. Jennifer commença doucement,
Mademoiselle Dubois, pouvez-vous expliquer à la Cour votre formation en informatique? Je suis actuellement en 3e année d'un diplôme de systèmes informatiques et cybersécurité dans un institut communautaire. J'ai aussi suivi plusieurs certifications avancées en ligne en sécurité réseau et analyse forensique. Et qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt pour ce domaine? Zoé eut un léger sourire. Quand j'avais 15 ans, le compte bancaire de ma mère a été piraté. On a perdu 300 € qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. J'ai appris seul à comprendre les systèmes informatiques, j'ai retrouvé la trace du pirate et l'ai signalé au service de cybercriminalité. On a récupéré l'argent et moi j'ai attrapé le virus de la cybersécurité. Pouvez-vous décrire votre rôle dans cette affaire? Ma mère est employée de maison chez M. Montgomery. Après la faillite de son entreprise, elle s'inquiétait pour lui. Elle m'a demandé de regarder son ordinateur pour voir s'il restait quelque chose de récupérable. En examinant le code, j'ai compris que la panne n'était pas accidentelle, elle avait été provoquée. Jennifer l'amena progressivement dans les détails techniques, la signature du malware, les points d'accès, la chronologie des connexions de Hallier. Zoé expliquait. Chaque étape avec clarté, traduisant le jargon technique pour les jurés. Patiente, précise, inébranlable. Puis Blackwell se leva pour le contre-interrogatoire. « Mademoiselle Dubois, » commença-t-il la voix dégoulinante de condescendance. « Vous avez 20 ans, n'est-ce pas? » « Oui. Et vous fréquentez un établissement communautaire, pas une université prestigieuse comme Polytechnique ou Stanford. » « C'est exact. En fait, vous n'avez pas les moyens de fréquenter une université renommée, n'est-ce pas? » Jennifer se leva aussitôt. Objection pertinence. J'établis les qualifications du témoin, Madame la juge. Rejeté, trancha Morrison. Mais soyez bref, Maître Blackwell. L'avocat esquissa un sourire satisfait. Mademoiselle Dubois, n'est-il pas vrai que vous n'avez aucun diplôme formel, aucune certification d'institution reconnue et aucune expérience professionnelle en cybersécurité? J'ai plusieurs certifications en ligne issues de cours avancés accessibles au public. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un diplôme d'une vraie université, n'est-ce pas? L'expression de Zoé resta neutre. Certains des meilleurs programmeurs du monde sont autodidactes. Les diplômes ne prouvent pas les compétences, les résultats si. Les résultats, ricana Blackwell. Vous témoignez ici sur des systèmes d'entreprise complexes, avec un savoir acquis sur Internet. Dites-moi, mademoiselle Dubois, qui vous paie pour témoigner aujourd'hui? Personne. Je ne suis pas payé. Vraiment. Parce que vous êtes désormais associé dans la nouvelle société de M. Montgomery, n'est-ce pas, Amélie Technology, ça ressemble fort à un paiement. Je suis associé parce que j'ai aidé à créer cette société, pas parce que je témoigne. Comme c'est pratique. Blackwell fit quelques pas devant la barre. Parlons de la façon dont vous avez obtenu ces preuves. Vous avez accédé au serveur de l'entreprise sans autorisation, n'est-ce pas? J'ai accédé au serveur de sauvegarde grâce aux informations de l'ancien directeur informatique. Des serveurs appartenant à l'entreprise, propriété que vous n'aviez aucun droit d'ouvrir. Cette entreprise avait été volée à son fondateur par des moyens illégaux. J'aidais à retrouver la preuve de ce vol. Ce n'est pas à vous d'en juger, mademoiselle Dubois. Vous n'êtes ni avocate, ni juge, ni agent de police. Vous n'êtes qu'une gamine jouant à la pirate, parce que vous vous croyez plus intelligente que tout le monde. Un murmure parcourut la salle d'audience. La juge Morrison frappa de son maillet. « Maître Blackwell, surveillez votre ton. » Mais l'avocat continua. « Votre mère fait le ménage chez M. Montgomery, n'est-ce pas? Elle a dû être bouleversée quand son employeur a tout perdu. C'est elle qui vous a poussé à l'aider. Peut-être même a-t-elle suggéré qu'il y aurait des bénéfices financiers si vous parveniez à prouver un complot. » Le calme de Zoé se fissura enfin, non pas par la colère, mais par quelque chose de plus fort encore. Ma mère est la personne la plus honnête que je connaisse. Elle m'a appris que l'intégrité, ce n'est pas ce qu'on fait quand les autres nous regardent, mais ce qu'on fait quand personne ne le saura jamais.
Elle a passé toute sa vie à travailler honnêtement pour des gens qui n'ont même jamais pris la peine d'apprendre son nom. Alors non, Maître Blackwell, elle ne m'a pas poussé à mentir. Elle m'a appris à dire la vérité même quand ça dérange. C'est exactement ce que je fais ici. La salle d'audience se figea dans un silence absolu. Même Blackwell sembla déstabilisé un instant. Zoé poursuivit la voix claire et assurée. « Vous avez raison, je suis jeune. Vous avez raison, je n'avais pas de diplôme prestigieux ni de titre impressionnant. Mais je connais le code comme certains connaissent la musique ou la peinture. Là où d'autres voient du bruit, je vois des motifs. Et ce que j'ai vu dans le système de Montgomery Technology, c'est un sabotage clair délibéré avec la signature numérique de Pierre Allier partout. Vous pouvez remettre en question mes qualifications, mais vous ne pouvez pas changer ce que montrent les preuves. Je n'ai plus de questions, dit Blackwell sèchement en regagnant sa place. Jennifer se leva pour le réinterrogatoire. Mademoiselle Dubois, pouvez-vous expliquer au jury ce qu'est une signature numérique? C'est comme une empreinte laissée dans le code. Chaque programmeur a ses habitudes, la manière d'écrire ses commandes, les commentaires qu'il laisse, les raccourcis qu'il préfère. Ces schémas sont aussi uniques qu'une écriture manuscrite. Et vous avez trouvé la signature de Pierre Allier dans le logiciel malveillant qui a détruit Montgomery Technologies. Je ne l'ai pas seulement trouvé. Je l'ai repéré des dizaines de fois dans plusieurs fichiers, tous horodatés aux périodes où M. Allier avait un accès exclusif au système. La probabilité que quelqu'un d'autre ait imité son style de programmation exact précisément au moment où il était connecté est proche de zéro. Jennifer Fitt projeta l'épreuve sur les écrans autour de la salle des lignes de code avec des sections surlignées montrant des motifs identiques dans différents fichiers. « Pouvez-vous expliquer ce que nous voyons ?» demanda-t-elle. Voici 3 logiciels malveillants distincts installés à des moments différents. Observez, ils utilisent les mêmes conventions de nommage des variables, le même style de commentaire et la même façon atypique de gérer les erreurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'œuvre d'une seule et même personne répétée sur plusieurs mois. Le jury se pencha attentif, même les non-initiés, voyant clairement les motifs, la répétition, la précision. Merci, mademoiselle Dubois. Aucune autre question. En descendant de la barre, Zoé passa devant la table de l'accusé. Allier la fixait d'un regard plein de haine, son masque de confiance, enfin fissuré. Zoé soutint son regard sans broncher avant de regagner sa place près de Richard. « Tu as été magnifique, » murmura-t-il. « J'ai juste dit la vérité, » répondit-elle doucement. Le procès se poursuivit encore 3 jours. Des experts confirmèrent l'analyse de Zoé. Un agent du service de cybercriminalité témoigna que les preuves issues des serveurs de sauvegarde étaient authentiques et correctement conservées. D'anciens employés décrivirent le comportement de plus en plus instable d'Allier après le crash, dont une assistante qui affirma l'avoir vu effacer des fichiers et détruire des disques durs dans la panique. Lorsque Allier prit la barre, Jennifer démantela son témoignage méthodiquement. Chaque explication contredisait les documents. Chaque alibi s'effondra sous les faits. Il affirma que les journaux d'accès avaient été falsifiés sans pouvoir dire comment. Il accusa Richard d'avoir fabriqué des preuves sans en montrer une seule. Quand il quitta enfin la barre, même ses avocats semblaient douter. Les plaidoiries finales furent brèves. Jennifer présenta une chronologie limpide de la conspiration étayée par des preuves irréfutables. Blackwell tenta de semer le doute, invoquant des explications raisonnables, mais ses arguments sonnaient creux face à la solidité du dossier. La juge Morrison donna ses instructions au jury et les envoya délibérer. 24 heures plus tard, ils revinrent. « Avez-vous atteint un verdict ?» demanda la juge. « Oui, madame la juge. » Concernant l'accusation de sabotage industriel, comment votez-vous? Coupable. Concernant le vol de propriété intellectuelle, coupable. Concernant la fraude, coupable. La salle éclata en murmures.
Allié pâlit agrippant la table comme pour ne pas tomber. Ses avocats réclamèrent aussitôt un appel, mais la juge Morrison les fit taire d'un coup de maillet. « Monsieur Allié, ce tribunal vous déclare coupable sur tous les chefs d'accusation. Le prononcé de la peine aura lieu dans 3 semaines. En attendant, vous remettrez votre passeport et serez placé sous surveillance électronique. » Elle se tourna vers Richard. « Monsieur Montgomery, la Cour statue également en votre faveur sur l'ensemble des demandes civiles. La pleine propriété de l'algorithme et des droits associés vous est restituée ainsi que des dommages compensatoires d'un montant de... » Richard se leva, l'interrompant poliment. « Madame la juge, si je puis me permettre, je ne veux pas de cet argent. Je souhaite qu'il soit versé sous forme de bourse pour des étudiants issus de milieux défavorisés qui poursuivent des études en technologie des étudiants, comme Zoé Dubois, qui ont le talent mais pas les moyens. » Un léger sourire sincère et rare se dessina sur le visage de la juge Morrison. « Un geste noble, monsieur Montgomery. La Cour l'approuve. Y a-t-il autre chose? » « Oui, madame la juge. Je voudrais que mademoiselle Zoé Dubois soit officiellement reconnue comme co-créatrice de l'algorithme. Ses contributions à son développement et à sa récupération doivent être figurées au dossier. Accordé. Mademoiselle Dubois, félicitations pour cette reconnaissance officielle. » En sortant du tribunal, ils furent aussitôt entourés par des journalistes saigis. Richard s'arrêta juste assez longtemps pour une courte déclaration. « La justice a triomphé aujourd'hui, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez importants pour compter. » Cette victoire appartient à une jeune femme qui a refusé de se taire et à une mère qui lui a appris que l'intégrité vaut plus que le confort. Merci. La soirée aurait dû être festive, mais Richard ne parvenait pas à chasser un malaise persistant. Allié avait été trop calme au verdict trop maîtrisé. Les hommes comme lui n'acceptaient pour la défaite avec grâce. Il ripostait. Son instinct se confirma. Vers 2 heures du matin, son téléphone vibra. La voix de Jennifer tendue. « Richard, il y a eu un incident. Quelqu'un a tenté de s'introduire dans les locaux d'Amelie Technology. Le système d'alarme s'est déclenché. La police est intervenue, mais les intrus ont pris la fuite. » En quelques minutes, Richard était habillé et sur la route. Lorsqu'il arriva des voitures de police, bloquant la rue les gyrophares projetant des éclats rouges et bleus sur la façade vitrée. À l'intérieur, les dossiers avaient été renversés. Les ordinateurs mis à terre, les câbles arrachés. Ce n'était pas un vol, c'était un message. Zoé se tenait au centre du chaos, serrant son ordinateur contre elle, le visage pâle mais résolu. Amélie lui tenait les épaules, les yeux brillants d'une colère protectrice. « Ils cherchaient les copies de sauvegarde, » dit Zoé lorsque Richard s'approcha. « Ils ont détruit les serveurs principaux, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. » « Parce que tu les avais déplacés, » devina Richard. « Parce que j'ai toujours des sauvegardes de mes sauvegardes. » 3 disques chiffrés dans 3 endroits différents et tout synchronisé sur un cloud sécurisé avec système de secours redondant. Elle esquissa un faible sourire. Ce n'est pas de la paranoïa quand on finit par découvrir qu'ils sont vraiment après toi. La détective Maria Dubois, aucune parenté avec Amélie et Zoé malgré le nom, prit leur déposition. Nous avons des images de 2 hommes fuyant les lieux. Masques, gants, des professionnels. Ce n'était pas un acte de vandalisme. Quelqu'un les a engagés. « Pierre Allié, » dit Richard. « Nous ne pouvons pas encore le prouver, » répondit la détective. « Mais vu le moment juste après le verdict, il est clairement dans notre ligne de mire. Son bracelet électronique montre qu'il était chez lui toute la nuit, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas donné les ordres. »« Que devons-nous faire ?» demanda Amélie. « Restez sur vos gardes. Nous allons renforcer les patrouilles dans le secteur et je vous conseille d'engager une sécurité privée pour tous les 3, jusqu'à ce que nous ayons des arrestations. » Après le départ de la police, Richard, Zoé et Amélie restèrent assis dans le bureau saccagé trop nerveux pour dormir.
Le soleil commençait à se lever, colorant le ciel de rose et de gris. « Il ne s'arrêtera pas, » dit Zoé doucement. « Le verdict n'a rien changé. Il continuera à nous attaquer. Alors on s'assurera que tout le monde sache qu'il continue, » répondit Richard. Il sortit son téléphone et rédigea un message pour tous ses contacts de presse. En moins d'une heure, l'affaire faisait la une. Un saboteur condamné riposte effraction dans les bureaux d'Amélie Technology après le verdict. La réaction publique fut immédiate et massive. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien et d'appels à l'arrestation de Hallier. À midi, le service fédéral d'enquête avait ouvert une procédure pour intimidation de témoins et complot en vue de commettre d'autres crimes. Les avocats de Hallier publièrent un communiqué niant toute implication, mais le mal était fait. Ses investisseurs le lâchèrent. Ses partenaires d'affaires coupèrent les liens et les entreprises ayant acheté ces technologies volées furent elles-mêmes placées sous enquête, le soir alors que Richard aidait Amélie. Et Zoé à remettre un peu d'ordre son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Montgomery, tu m'as détruit. » La voix de Hallier était méconnaissable, rauque, brisée, désespérée. Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, disparu. Tu t'es détruit tout seul, Pierre. Moi, je n'ai fait que révéler ce que tu étais vraiment. Je t'ai tout donné. C'est moi qui t'ai fait réussir. Sans moi, tu serais encore en train de courir après de petits contrats. Sans toi, j'aurais encore mon intégrité, répondit Richard calmement. On aurait pu bâtir quelque chose de grand ensemble. Au lieu de ça, tu m'as trahi. Ne me fais pas la leçon sur la morale, cracha Hallier. Tu étais aussi impitoyable que moi. La seule différence, c'est que toi, tu t'es fait attraper. Non, corrigea Richard. La différence, c'est que moi, j'ai appris de ma chute. Toi, tu continues à accuser les autres. Un silence lourd suivit. Puis un rire amer dénué de toute joie résonna dans le combiné. Tu crois avoir gagné. Ce n'est pas fini. J'ai encore des contacts, des ressources, des options que tu ne peux même pas imaginer. Alors serre-t'en pour devenir un homme meilleur, répondit Richard d'une voix basse. Parce que, si tu continues à te battre, tu perdras tout ce qui te reste. Il raccrocha avant que Hallier ne puisse répondre. C'était lui, demanda Zoé. Oui. Qu'a-t-il dit? Richard regarda les deux femmes qu'il avait sauvées de son arrogance et lui avait offert une seconde chance. Rien qui mérite d'être répété. Concentrons-nous sur la reconstruction. C'est la meilleure vengeance, ne pas le détruire, mais bâtir quelque chose d'assez bon pour que sa chute n'ait plus aucune importance. Au cours des 2 semaines suivantes, ils réparèrent le bureau, renforcèrent la sécurité et se plongèrent corps et âme dans le travail. L'histoire de leur victoire s'était répandue attirant une attention et des opportunités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les universités invitèrent Zoé à donner des conférences sur la cybersécurité. Des investisseurs proposèrent des financements sans condition. D'anciens employés de Montgomery Technologies, dispersés après le crash, prirent contact pour rejoindre l'équipe. Mais le moment le plus fort fut lorsque le nom d'Amélie fut officiellement ajouté au statut de l'entreprise en tant que cofondatrice. Jennifer leur remit les documents légaux lors d'une petite cérémonie dans leur bureau restauré. Tss. Amélie Technology est désormais officiellement reconnue comme une société fondée par Richard Montgomery, Zoé Dubois et Amélie Dubois, annonça-t-elle. Propriété égale autorité égale tout à parts égales. Amélie tint le document d'une main tremblante, les larmes aux yeux. J'ai passé ma vie à nettoyer des sols. Je n'aurais jamais imaginé. Tu as fait bien plus que ça, maman, répondit Zoé en la serrant dans ses bras. Tu m'as élevé, tu m'as appris la dignité et la force. Tu as donné à M. Montgomery un foyer pour se reconstruire. Si quelqu'un mérite que son nom soit sur cette entreprise, c'est bien toi. Richard acquiesça. Cette entreprise existe grâce à ta bonté, Amélie. Nous faisons simplement en sorte que le monde le sache.
Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur modeste bureau, entourés des gens en qui ils avaient choisi d'avoir confiance, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu au sommet de son ancien empire, la paix. Pas la paix d'une vie sans problème, mais celle de savoir qu'il bâtissait enfin quelque chose qui avait du sens. Alliés pouvaient menacer autant qu'ils voulaient. Ils avaient déjà gagné la bataille, qui comptait vraiment celle pour l'intégrité, la justice et la preuve que le vrai pouvoir ne vient pas d'écraser les autres, mais de les élever. 6 mois après le procès, Richard se tenait devant le bâtiment qui allait devenir le siège permanent d'Amelie Technologies. Ce n'était pas un gratte-ciel étincelant, ni un campus ultramoderne, mais un ancien centre communautaire rénové dans un quartier populaire, entouré de petits commerces et d'immeubles où vivaient des familles. Le bâtiment avait une âme des murs de briques apparentes de hauts plafonds aux poutres en bois d'origine et de grandes fenêtres laissant passer la lumière naturelle. « Qu'en penses-tu » demanda Zoé en arrivant les plans sous le bras. « Je pense que c'est parfait » répondit Richard. « Ça sonne vrai. » La rénovation avait été un effort collectif. Des entrepreneurs locaux avaient travaillé aux côtés des nouveaux employés, formant des jeunes du quartier au métier du bâtiment. Amélie avait insisté pour constituer une équipe diversifiée, valorisant le talent et le potentiel plutôt que les diplômes ou les relations. Le résultat, un espace vivant, vibrant, nourri de voix et de perspectives que l'ancienne entreprise de Richard n'aurait jamais accueillies. L'inauguration attira une foule qui dépassa toutes leurs attentes d'anciens employés, des investisseurs curieux, des journalistes. Mais les invités les plus importants étaient les 50 jeunes issus de milieux modestes qui avaient reçu une bourse grâce au fonds créé par Richard avec les dommages-intérêts du procès. Zoé monta sur scène à la fois nerveuse et rayonnante dans un simple tailleur gris. Le silence tomba lorsqu'elle commença à parler. Il y a 6 mois, j'étais étudiante dans un institut communautaire, travaillant à mi-temps dans un café pour aider ma mère à payer le loyer. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que PDG d'une entreprise technologique qui redéfinit ce que signifie l'innovation éthique. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Mais ce n'est pas vraiment mon histoire, c'est la nôtre. Celle de tous ceux à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons, pas assez diplômés, pas assez bien connectés. Cette entreprise existe pour prouver que le talent ne vient pas du privilège, mais de l'opportunité. Elle désigna les boursiers assis au premier rang. Ces 50 étudiants incarnent tout ce qu'Amelie Technologies défend. Ce sont des esprits brillants qui méritent la chance de montrer au monde ce dont ils sont capables. Notre programme de bourse couvrira leurs frais d'études, offrira du mentorat et garantira des stages ici. Parce que nous ne construisons pas seulement une entreprise, nous construisons un tremplin pour la prochaine génération d'innovateurs que le monde aurait pu ignorer. Les applaudissements furent assourdissants. Richard, debout sur le côté de la scène, sentit la fierté gonfler dans sa poitrine. Cette jeune femme remarquable qui autrefois lui avait timidement proposé de regarder son ordinateur en panne, dominait désormais une salle pleine de décideurs, avec une grâce et une autorité qui forçèrent le respect. Amélie prit la parole à son tour, la voix ferme malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être invisible, à nettoyer des bureaux, quand tout le monde était rentré chez soi à ramasser derrière des gens qui n'ont jamais appris mon nom à travailler dur dans des métiers que la société considère comme jetables. Mais ma fille, elle m'a vu. Elle a vu ma valeur quand le monde, lui, ne la voyait pas. Et aujourd'hui, voir mon nom sur ce bâtiment, sur cette entreprise, ce n'est pas une question d'ego ou de reconnaissance. C'est un rappel. Chaque personne a de la valeur, peu importe le métier qu'elle exerce ou l'argent qu'elle gagne. Elle tourna son regard vers Richard. Cette entreprise s'appelle Amelie Technologies, non pas à cause de moi, mais à cause de ce que ce nom représente, la dignité, le respect et la conviction que chacun mérite d'être vu. Si nous parvenons à bâtir une entreprise prospère tout en traitant chaque personne avec cette même dignité, alors nous aurons accompli quelque chose de bien plus précieux que le profit.
Lorsque Richard monta sur l'estrade, il parla sans notes, avec une humilité forgée par les épreuves. J'ai bâti ma première entreprise sur l'ambition et l'ego. Je mesurais la réussite en chiffres et en mètres carrés. J'embauchais les gens selon leur CV et je les renvoyais selon les résultats trimestriels. Et j'ai tout perdu parce que j'avais oublié une vérité essentielle. Une entreprise ne réussit pas grâce à un PDG brillant. Elle réussit grâce à des gens talentueux qui travaillent ensemble pour quelque chose de plus grand qu'eux. Il désigna Zoé et Amélie. Ces deux femmes m'ont sauvé de ma propre arrogance. Elles m'ont appris que le véritable leadership, c'est le service, pas l'autorité. Que l'innovation naît de la diversité des points de vue, pas des conseils d'administration uniformes. Que le profit doit être la conséquence d'un travail juste et non le seul objectif qui compte. Amélie Technology réussira ou échouera selon notre capacité à honorer ses principes. Et je vous le promets, nous les honorerons. La foule se leva d'un seul mouvement. Les flashs d'appareils photo illuminèrent de la scène. Mais Richard ne vit qu'une chose, les visages des boursiers, ces jeunes qui lui rappelaient Zoé brillant curieux et plein d'un potentiel qu'on leur avait trop souvent nié. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient dans le nouvel espace, une jeune femme s'approcha de Richard. Son visage lui disait vaguement quelque chose. « Monsieur Montgomery, je m'appelle Emma Bradford. Je travaillais dans le service juridique de Montgomery Innovations. » Richard fouilla sa mémoire en vain. « Je suis désolé, je ne... » Elle eut un sourire léger. « Vous ne pouviez pas me connaître. J'étais toute nouvelle, à peine sortie de la fac de droit. Mais moi, je me souviens de vous. Vous passiez devant mon bureau tous les jours pendant 2 ans sans jamais me saluer. Et quand j'ai tenté de vous alerter sur des irrégularités dans certains contrats, votre assistante m'a répondu que vous n'aviez pas de temps à perdre avec les observations d'une débutante. » Richard sentit la honte lui serrer la gorge. « J'étais un idiot arrogant, » dit-il simplement. Emma hocha la tête, un sourire doux. « Oui, mais moi aussi, d'une certaine manière. Je croyais que la réussite, c'était grimper coûte que coûte, quitte à écraser les autres. J'ai quitté le droit des affaires après votre procès. Maintenant, je travaille pour une association qui défend les droits civiques. Je gagne 3 fois moins, mais je dors bien la nuit. » « Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui ?» demanda Richard. « De la curiosité, surtout. Je voulais voir si vous aviez vraiment changé ou si c'était juste une belle opération de communication. » Elle regarda autour d'elle la diversité des invités, les étudiants boursiers, les habitants du quartier. « Visiblement, vous avez changé, et ça me donne de l'espoir. Parce que si vous pouvez changer, alors peut-être que nous le pouvons tous. » Des conversations semblables eurent lieu toute la soirée. D'anciens employés racontaient comment la transformation de Richard les avait poussés à repenser leur propre définition de la réussite. Des investisseurs parlaient de réorienter leur portefeuille vers des entreprises éthiques. Les étudiants partageaient leurs rêves portés par la confiance qu'on leur accordait enfin. Quand la foule se dispersa et que les ombres du soir s'étendirent sur le sol brillant, Richard rejoignit Zoé dans son nouveau bureau. Une pièce modeste, un bureau simple, des murs tapissés de tableaux blancs, couverts de codes et de schémas. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, » dit-il depuis le pas de la porte. « Nous avons fait du bon travail, » corrigea-t-elle sans lever les yeux de son ordinateur. « C'est à nous tous. Sur quoi travailles-tu? » La nouvelle version de l'algorithme. J'essaie d'y intégrer encore plus de garde-fous éthiques. Si nous devons le concéder à d'autres entreprises, je veux être certaine qu'ils ne puissent pas servir à des pratiques abusives. Richard s'assit face à elle. « Tu sais, quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais juste une gamine qui bricolait un peu de code. Je n'avais aucune idée que je regardais quelqu'un qui allait révolutionner ma façon de voir le monde. » Zoé leva enfin les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Et moi, quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais un milliardaire prétentieux qui récoltait ce qu'il méritait. On s'est trompés l'un sur l'autre. Peut-être que c'est ça la leçon dans tout ça, on se trompe tous, tant qu'on ne prend pas le temps de vraiment se regarder. » La première année d'Amélie Technology fut un tourbillon.
Ils lancèrent leur algorithme d'intelligence artificielle éthique, qui suscita un vif intérêt sur le marché. Il fut concédé sous licence uniquement à des entreprises qui passaient leur rigoureux processus de sélection. Plusieurs grandes entreprises des entreprises technologiques échouèrent au processus de vérification. Zoé refusa de compromettre ses principes, même face à des contrats très lucratifs. Ce contrat pourrait nous rapporter 3 millions, protesta un conseiller financier lors d'une réunion du conseil. Et nous coûter tout ce que nous représentons, répondit Zoé fermement. Cette entreprise a un passé avéré d'exploitation des données des utilisateurs. Peu importe la somme proposée, nous ne les aiderons pas à le faire plus efficacement. Richard la soutint sans hésitation. Zoé a raison. Nous rejetons tout accord qui contredit nos valeurs, quel qu'en soit le prix. Certains investisseurs se plaignirent, mais d'autres saluèrent leur cohérence. Peu à peu, Amelie Technology bâtit une réputation d'entreprise qui faisait réellement ce qu'elle proclamait. Leurs profits restaient modestes comparés aux géants du secteur, mais ils étaient durables et propres. Le programme de bourse dépassa bientôt les 50 étudiants d'origine. Dès la 2e année, plus de 200 jeunes, issus de milieux défavorisés, bénéficiaient d'un soutien complet frais d'études mentorat stage et une voie claire vers une carrière significative dans la technologie. Zoé devint une conférencière recherchée invitée dans des universités et des congrès technologiques à travers le monde. Elle y parlait d'innovation éthique, de l'importance des perspectives diverses dans la technologie et de son propre parcours d'étudiante en école communautaire à PDG d'entreprise. Elle ne cachait jamais ses origines modestes. Au contraire, elle en faisait une force, montrant aux jeunes que la réussite ne dépendait pas du privilège, mais de l'opportunité et de la détermination. Amélie, malgré sa réticence initiale à l'égard de la visibilité publique, devint le cœur de la mission sociale de l'entreprise. Elle établit des partenariats avec les écoles locales, créa des programmes de formation pour adultes en reconversion et s'assura qu'Amelie Technologies reste profondément ancrée dans le quartier qui l'avait accueillie. « Nous ne faisons pas que prendre à cette communauté », déclara-t-elle dans une interview au journal local. « Nous y investissons, ce sont nos voisins. Leur réussite, c'est la nôtre. » De son côté, Richard vit son rôle évoluer. Il gérait encore les opérations et les relations avec les investisseurs, mais il ne dominait plus les décisions. Désormais, il facilitait, il écoutait, il amplifiait les voix de Zoé et d'Amélie au lieu de les éclipser. C'était plus difficile que de diriger son ancienne société, mais infiniment plus gratifiant. 3 ans après le procès, Richard reçut une invitation inattendue parler à l'école de commerce de Stanford, la même où il avait été conférencier invité autrefois, quand il mesurait la réussite en part de marché et en bénéfices trimestriels. Devant une nouvelle génération d'étudiants en MBA, il livra un discours bien différent de celui qu'il avait tenu autrefois. La dernière fois que j'ai parlé ici, je vous ai dit que la réussite signifiait être la personne la plus intelligente dans la pièce, la plus travailleuse, la négociatrice la plus impitoyable. Je vous ai dit que la compassion était une faiblesse et qu'il ne fallait jamais laisser les émotions interférer avec le profit. Il marqua une pause. Je me trompais sur toute la ligne. Il leur raconta sa chute, parla de Zoé et d'Amélie, et de ce qu'il avait appris que la véritable force consistait à admettre ses faiblesses et que la véritable intelligence résidait dans la capacité à reconnaître le génie des autres. L'entreprise que je dirige aujourd'hui ne gagne qu'une fraction de ce que l'ancienne rapportait, mais elle crée bien plus de valeur, une valeur réelle humaine. Nous employons des personnes qui méritent des chances. Nous développons des technologies qui rendent la société meilleure, pas seulement plus riche. Nous mesurons notre succès au nombre de vies changées, pas au dollar engrangé. Une étudiante leva la main. Mais n'est-ce pas idéaliste? Comment rivaliser avec des entreprises qui n'ont pas ces contraintes? En redéfinissant ce que veut dire rivaliser, répondit Richard. Nous ne cherchons pas à détruire nos concurrents, ni à dominer les marchés. Nous cherchons à prouver qu'un modèle éthique peut être économiquement viable.
Et peu à peu, le marché s'en rend compte. De plus en plus d'investisseurs veulent financer des entreprises porteuses de sens. De plus en plus de consommateurs soutiennent des marques alignées avec leurs valeurs. Le jeu change. La vraie question, c'est voulez-vous gagner selon les anciennes règles ou contribuer à en écrire de nouvelles? Un autre étudiant demanda « Et quand l'éthique et le profit s'opposent, que faites-vous » ? Nous choisissons toujours l'éthique, répondit Richard sans hésiter. Et le plus remarquable, c'est que sur le long terme, ce choix s'avère souvent rentable. Les entreprises fondées sur l'intégrité attirent des clients fidèles, des employés dévoués et des investisseurs patients. Celles fondées sur l'exploitation peuvent gagner plus vite, mais elles s'épuisent vite ou finissent par être démasquées. Nous jouons un autre jeu sur un horizon plus long. Après la conférence, des dizaines d'étudiants vinrent lui poser des questions. Beaucoup voulaient savoir comment concilier ambition et intégrité, comment réussir sans trahir leurs valeurs. Richard réalisa alors que cette génération posait des questions différentes de la sienne. Ils avaient vu assez de scandales d'entreprises, de désastres écologiques et d'inégalités économiques pour se demander s'il n'existait pas enfin une meilleure voie. Il existe une meilleure voie, dit Richard à une jeune femme qui lui demandait si l'entreprise éthique était réellement possible. J'en suis la preuve vivante. Mais cela demande de renoncer à certaines choses, l'ego les raccourcit, et l'idée que l'on a droit au succès. En échange, on obtient quelque chose de bien plus précieux, la capacité de se regarder dans un miroir et d'aimer ce que l'on voit. Pendant ce temps, la sentence de Philippe Allier avait été prononcée 5 ans de prison fédérale pour sabotage industriel, fraude et vol de propriété intellectuelle. Ses avoirs furent saisis pour indemniser les victimes. Son nom devint un exemple cité dans les écoles de commerce, un avertissement contre les ravages de l'ambition débridée. Richard n'éprouva aucune satisfaction face à sa chute, seulement de la tristesse pour ce gâchis. 2 hommes qui auraient pu construire quelque chose de grand ensemble, détruits par l'orgueil et la cupidité. Un après-midi, Richard reçut une lettre de Philippe, envoyée depuis le centre correctionnel fédéral où il purgeait sa peine. La lettre était brève, Richard. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait et à pourquoi je l'ai fait. Je me disais que j'étais ambitieux, déterminé, prêt à tout pour réussir. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'on découvre que j'étais un imposteur. Peur que tout ce que j'avais construit s'écroule. Alors je t'ai détruit, avant que tu ne réalises que tu n'avais pas besoin de moi. Je ne te demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que te voir reconstruire avec grâce et intégrité m'a appris plus sur le leadership que 20 ans de business school et de lutte de pouvoir. Tu as toujours été meilleur que je ne voulais l'admettre. Je n'ai simplement pas su le voir à travers ma peur et ma jalousie. Philippe Richard lut la lettre 2 fois puis la rangea. Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Philippe devrait trouver seul sa propre rédemption comme Richard l'avait fait. Certaines leçons ne peuvent être enseignées. Elles doivent être vécues à travers les conséquences et la réflexion. 5 ans après le procès. Amelie Technology était devenue un modèle d'entreprise éthique. Leur algorithme était licencié par des dizaines de sociétés engagées pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Leur programme de bourse avait soutenu plus de 500 étudiants avec un taux de réussite de 93% et un taux de placement professionnel de 100%. Zoé, désormais âgée de 25 ans, faisait la couverture de grands magazines technologiques, non pas comme une curiosité, mais comme une véritable innovatrice dont le travail transformait l'industrie. Elle avait reçu des offres de Google, Microsoft et Apple qu'elle refusa toutes. « Pourquoi quitter ce qu'on a construit ?» répondit-elle à Aisher lorsqu'il l'interrogea. « Ces entreprises veulent m'embaucher pour paraître diversifiées et novatrices. Nous le sommes vraiment. C'est différent. » Amélie, quant à elle, fut honorée par la ville pour son engagement dans le développement communautaire.
Le quartier autour de leur siège social s'était métamorphosé de nouveaux commerces, avait ouvert la valeur des logements, s'était stabilisé. La criminalité avait chuté. L'entreprise était devenue un pilier du changement positif, prouvant que les sociétés pouvaient être des forces de bien si elles le choisissaient. Richard, désormais dans la soixantaine, réfléchissait souvent à la notion d'héritage. Pas l'héritage de bâtiments portant son nom ou de sociétés destinées à lui survivre, mais celui des vies transformées, des opportunités créées, des principes préservés. Un soir, les trois se retrouvèrent sur le toit de leur immeuble, regardant le soleil se coucher sur la ville. Ils faisaient cela de temps à autre pour s'éloigner du tumulte de la réussite et se rappeler pourquoi ils faisaient tout cela. « J'ai pensé à la succession », dit Richard, rompant le silence paisible. Zoé éclata de rire. « Tu ne vas pas mourir, Richard. Tu n'es même pas retraité. »« Non, mais je ne compte pas faire ça éternellement. Et quand je passerai la main, je veux que cette entreprise continue d'honorer ce que nous avons bâti. »« Elle le fera, » répondit Amélie avec assurance. « Parce que nous ne l'avons pas fondée sur la vision d'un seul homme, mais sur des valeurs partagées. Ces valeurs ne disparaissent pas quand une personne s'en va. »« Quand même, » insista Richard. « Je veux établir une sorte de charte, un texte qui engage légalement l'entreprise à respecter ses principes même si la direction change ou si la pression du marché augmente. Une constitution en quelque sorte pour ce que représente Amélie Technologies. » Ils passèrent plusieurs semaines à rédiger ce document, collaborant avec des juristes pour y inscrire des engagements contraignants, pratiques, éthiques, investissements communautaires, diversité dans l'embauche, transparence des opérations et partage des profits avec les employés. Ce n'était pas parfait. Aucun texte ne pouvait anticiper l'avenir, mais c'était une base solide, une déclaration d'intention claire pour guider l'entreprise bien après leur départ. La charte fut adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration avec des clauses la rendant presque impossible à contourner. Amélie Technologies était désormais par la loi liée à être l'entreprise qu'ils avaient toujours rêvé de construire. 7 ans après la chute de Richard, il reçut une invitation à prendre la parole lors d'un sommet international de l'innovation à Singapour. L'invitation comportait une demande inhabituelle. Il voulait qu'il partage la scène avec Zoé, en mettant particulièrement en avant leur partenariat et la façon dont il avait transformé à la fois leur entreprise et toute l'industrie. Devant plusieurs milliers de participants, venus du monde entier, Richard raconta une fois de plus leur histoire, mais cette fois il insista pour que Zoé en soit la voix principale. « Un jour quelqu'un m'a dit que je ne pourrais pas être d'une grande aide, » commença-t-elle. Et Richard reconnut immédiatement l'écho de cette première nuit dans son penthouse, quand il avait été trop arrogant pour voir la main tendue qu'elle lui offrait. Il avait tort, mais aussi un peu raison. Je ne pouvais pas l'aider à reconstruire ce qu'il avait perdu. À la place, nous avons construit quelque chose de complètement nouveau ensemble. Elle raconta leur parcours au public, la découverte d'épreuves, le procès, le lancement de l'entreprise, les défis, les victoires. Elle parla de l'importance de la diversité des points de vue dans la technologie, de la manière dont son expérience de jeune femme noire, issue d'un milieu modeste, lui avait offert des perspectives que les dirigeantes traditionnelles de la tech ne voyaient pas. « L'innovation ne naît pas quand tout le monde pense de la même façon, » dit-elle. Elle vient du fait de réunir des gens aux expériences, aux luttes et aux visions différentes et de les laisser se confronter mutuellement. Richard a dû tout perdre pour le comprendre. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'aller aussi loin pour apprendre la même leçon. Quand elle termina, la salle entière se leva pour une ovation qui dura plusieurs minutes. Richard se leva aussi applaudissant la femme remarquable qui avait sauvé sa vie en refusant de le laisser sombrer dans l'arrogance et la pitié de soi. Après le discours des représentants de grandes entreprises, d'organisations à but non lucratif et d'agences gouvernementales vinrent les voir curieux de savoir comment reproduire ce qu'ils avaient bâti. Richard et Zoé expliquèrent patiemment qu'il n'y avait pas de recette miracle, pas de raccourci. Cela demande un véritable engagement, mettre les valeurs avant le profit,
les gens avant les chiffres, le long terme, avant les résultats trimestriels. Mais cela ne limite-t-il pas votre croissance? Demanda un dirigeant d'entreprise. Cela limite certains types de croissance, admit Zoé. Nous ne serons jamais la plus grande société technologique ni la plus rentable. Mais nous serons durables éthiques et porteurs de sens. Et pour nous, c'est mieux qu'être les plus gros. Dans l'avion du retour, Richard regarda les nuages à travers le hublot et repensa au chemin parcouru. 7 ans plus tôt, il avait tout perdu et cru que sa vie était finie. Aujourd'hui, il possédait quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel empire, un but, un partenariat et la paix. « À quoi penses-tu? » demanda Zoé assise à côté de lui. « Je pense que si je pouvais revenir en arrière et empêcher la chute, la trahison de Philippe, conserver mon ancienne entreprise intacte, je ne le ferais pas. » Zoé haussa un sourcil. « Vraiment? Oui, parce que sinon, je ne t'aurais jamais rencontré. Ta mère ne serait jamais devenue ma partenaire. Je serais resté cet homme, arrogant qui mesurait la valeur en signes dollars et traitait les gens comme des outils. Je préfère être celui que je suis devenu, même si cela m'a coûté cher. » Zoé sourit. C'est ça la vraie croissance, pas celle qu'on lit sur un bilan comptable. 10 ans après le procès, Amelie Technologies célébra ses 10 ans d'existence avec une cérémonie dans ses locaux. Le bâtiment s'était agrandi abritant désormais un laboratoire d'innovation, un centre d'éducation communautaire et des bureaux pour plus de 300 employés. Le programme de bourse avait soutenu plus de 1000 étudiants. 43% de leurs employés en étaient issus. L'entreprise avait lancé des initiatives similaires dans 5 autres villes, créant un réseau de sociétés technologiques éthiques unies par les mêmes principes. Amélie, désormais dans la cinquantaine avancée, se tenait devant les employés et les anciens boursiers et les membres de la communauté droite et digne. Il y a 10 ans, j'étais une femme de ménage dont le plus grand rêve était que sa fille termine ses études. Aujourd'hui, je suis cofondatrice d'une entreprise qui change des vies, pas seulement les nôtres, mais celles de centaines d'autres, des étudiants qui ont trouvé des opportunités, des employés, qui ont trouvé un sens des quartiers, qui ont retrouvé de l'espoir. Elle marqua une pause émue. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai simplement eu la chance d'élever une fille exceptionnelle et de travailler aux côtés d'un homme qui a compris que le vrai pouvoir vient du fait de hisser les autres vers le haut, au pas de les écraser. Richard prit la parole en dernier. Ses cheveux argentés étaient devenus entièrement blancs, son visage marqué par les années, mais adouci par la sérénité. Quand on me demande quel est mon héritage, on s'attend à ce que je parle de l'entreprise. Mais mon héritage, ce n'est pas Amelie Technologies. Mon héritage, c'est Zoé. Il regarda la jeune femme devenue comme une fille pour lui. Elle n'a pas seulement sauvé mon entreprise. Elle m'a sauvé de moi-même, de devenir un vieil homme, amer plein de regrets. Elle m'a montré que l'échec n'est pas une fin, mais simplement un nouveau commencement. Il se tourna pour s'adresser à l'ensemble de l'audience. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de notre histoire sans l'histoire, que ce soit celle-ci, vous ne savez jamais qui pourra changer votre vie. Cela peut être quelqu'un que vous avez ignoré, écarté ou sous-estimé. Restez assez humble pour reconnaître le génie où qu'il apparaisse. Restez assez ouvert pour accepter de l'aide venant d'endroits inattendus. Et restez assez reconnaissant pour honorer les personnes qui ont vu votre potentiel alors que vous ne pouviez pas le voir vous-même. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens se mêlaient aux célébrations, Richard se retrouva seul un instant sur le même toit où lui Zoé et Amara avaient passé tant de soirées à planifier et rêver. Zoé le rejoignit portant 2 tasses de café. « Tu te caches de ta propre fête », plaisanta-t-elle. « Je réfléchis », corrigea-t-il. « Cet endroit, cette entreprise, cette vie, c'est tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. » « On devrait écrire un livre », suggéra Zoé. « Raconter toute l'histoire correctement. Comment l'appellerait-on » Zoé sourit, se souvenant de cette première nuit où elle était entrée dans son penthouse et avait trouvé un homme brisé fixant un écran vide.
Que diriez-vous de puis-je jeter un œil? C'est là que tout avait commencé. Richard rit un son sincère et libre. Parfait, parce que cette question a tout changé. Il fallait juste que je sois suffisamment brisé pour dire oui. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville s'allumer, alors que l'obscurité s'installait sur les rues. En dessous, le bâtiment bourdonnait de vie des employés, terminant des projets des étudiants, suivant des cours des membres de la communauté réunis pour des programmes du soir. « Tu sais ce qui est le mieux, » dit Richard doucement. « Quoi? Rien de tout cela n'existe grâce à mon génie, mon argent ou mes contacts. Cela existe parce que ta mère a eu de la compassion pour un homme tombé. Et parce que tu as eu le courage d'aider quelqu'un qui ne le méritait pas. Tout le bien dans ma vie maintenant vient d'une gentillesse que je n'ai rien fait pour mériter. Tu l'as mérité, répondit Zoé. En étant assez humble pour l'accepter et assez sage pour en changer. C'est généreux. C'est vrai. N'importe qui peut tomber, Richard. Mais tout le monde ne se relève pas autrement que là où il est tombé. Toi, tu l'as fait. Alors qu'il redescendait pour rejoindre la fête, Richard pensa aux deux chemins que sa vie aurait pu prendre. L'un menait à l'amertume, l'isolement, et à la lente mort d'un homme consumé par son ego et ses regrets. L'autre le menait ici, dans ce bâtiment, cette entreprise auprès de ces gens avec ce but. La différence entre ces chemins fut une simple question posée par une jeune femme qui avait vu au-delà de son échec, voyant le potentiel de quelque chose de meilleur. Puis-je jeter un œil? Il avait alors ri sûr qu'elle ne pourrait rien faire. Il s'était trompé sur ce point, comme il s'était trompé sur tant d'autres. Mais se tromper l'avait mené à la vérité. Tomber, lui, avait appris à se relever. Tout perdre lui avait montré ce qui comptait vraiment. Et au final, cela fit toute la différence. De retour à la célébration, entouré de la communauté qu'ils avaient construite ensemble. Richard leva son verre en un toast aux secondes chances aux enseignants inattendus et aux personnes assez courageuses pour dire « Puis-je jeter un œil ?» Quand le reste du monde a abandonné la salle, éclata en acclamations et applaudissements. Amara et Zoé se tenaient de chaque côté de lui, trois partenaires improbables, liés par les circonstances. Et le choix par l'échec et la rédemption par la simple vérité que parfois les personnes qui nous sauvent sont celles que nous n'avions jamais vues venir. L'histoire qui avait commencé par une chute se termina sur une fondation non pas de verre et d'acier, mais de principes et de partenariats, construite pour durer bien après leur départ. Si vous perdiez tout demain, auriez-vous l'humilité d'accepter l'aide des personnes que vous avez passé votre vie à négliger? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres récits puissants sur la rédemption, la justice et les héros inattendus qui changent le monde.